Salut Julien. Salut Samir. Salut à toi qui nous écoute et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un invité avec qui on a déjà enregistré des podcasts. Alors pas dans la Systémique du Bonheur, plus dans son podcast. On te présente Morgan. Salut Morgan. Hello everybody. Alors Morgan, est-ce que tu aurais envie de te présenter en quelques mots ou même plus? Ouais, je suis coach sportif à domicile à Paris depuis 2009. Ouais. Donc ça commence à faire un paquet d'années là. Voilà, j'ai un master de STAPS. J'ai toujours été curieux du corps humain, de la physiologie, de la développement personnel, tout ça en même temps. Ce qui fait que j'adore les discussions qu'on a pu avoir avec vous parce que j'aime bien triturer les petits morceaux de cerveau. Et puis pendant le Covid, j'ai commencé à faire des petites vidéos sur Internet pour expliquer des trucs que moi j'aime bien comprendre. Et puis apparemment il y a d'autres gens à qui ça a plu. Et donc du coup je suis content aujourd'hui de pouvoir translater ces connaissances vers une application qu'on a sortie en décembre de l'année dernière qui s'appelle Reveal Club, dans laquelle à la fois on vous fait des programmes personnalisés, adaptés à vous selon votre niveau, votre matériel. On vous calcule le nombre de calories qu'on vous suggère de manger, que vous soyez dans une recherche de stabilisation, de prise de masse, de perte de poids, de gras, pour être plus exact. Et le petit plus de l'application, c'est que comme je fais dans mes réseaux, on essaie de vous expliquer pourquoi on vous dit de faire ça, plutôt que de juste vous donner un plan. On essaie de vous responsabiliser et de vous rendre autonome idéalement à la fin. Donc c'est le petit coach en poche, mais le but, c'est que vous arrêtiez d'utiliser l'application. Voilà, c'est le but final du truc. Donc ça, c'est toute l'évolution du petit parcours. Et donc voilà, ça c'est Morgan Brown en une fraction en une petite minute. Ouais, d'ailleurs, peut-être je vais rajouter quelque chose. Reveal, elle a été réalisée en partenariat avec Banana Mo, qu'on a déjà interviewé chez nous. Ouais. On est les mots, les tutos des mots sont les petites vidéos explicatives qu'on fait ensemble. Donc c'est Mo et Mo, et puis voilà, on a créé l'application parce qu'on s'est reconnu dans les mêmes philosophies, dans les mêmes systèmes de valeurs, parce qu'on a quand même des approches différentes, des méthodologies différentes, mais en fait le cœur du truc, les valeurs sont les mêmes, et donc du coup c'est intéressant qu'on s'y rejoigne, que nos philosophies se rejoignent. L'idée que c'est du long terme, c'est pas une méthode qui va t'amener quelque part, c'est comprendre comment ça fonctionne et l'adapter à ta vie, aux aléas que ça va avoir, pour donner plus de de résilience, de capacité à répondre à ce qui va t'arriver dans la tête, ou si ça fonctionne plus parce que t'as plus les réponses, d'apprendre à les chercher, ce genre de truc quoi. Donc c'est vraiment, je suis vraiment content d'avoir pu rencontrer, de vous rencontrer aussi vous. Ça va nous donner tous les outils parce que du coup j'ai tout réécouté de ce qu'on avait fait avant, donc c'était vraiment de voir qu'on est quand même cohérents tous, parce qu'on se répète pas mal sur les mêmes choses. Il y a plusieurs sujets où on se répète, mais il n'y a pas eu de contradiction entre les différents podcasts qu'on a pu faire. Donc, on s'en sort bien, ça va. Ouais, ça va. C'est bien. Ouais, c'est vrai. Alors, ça va être intéressant de voir s'il y avait justement une évolution entre les deux. Si certaines réponses avaient pu évoluer. Pas trop sur ces sujets-là, mais ouais. Il devait avoir juste quelques rides et puis quelques cheveux en moins, vu le temps entre les deux enregistrements, mais... C'est ça, petit à petit, on va devoir relever de plus en plus la tête pour avoir l'impression qu'on a de plus en plus de cheveux. Comme ça, absolument. C'est ça. Bon, pour les personnes qui nous écoutent, on vous partagera les liens, en fait, quand ça va être mis en ligne, mais ça devrait pas tarder, je pense, j'imagine. Ouais. Absolument. Je crois que votre intervention est déjà sur YouTube, sur la chaîne. Ah ouais. Sur la chaîne, pour l'instant, le podcast audio, on l'a pas encore créé pour le Reveal Club. Donc, une fois que ça se sera fait, on pourra le partager à tout le monde. Ça devrait être fait cette semaine. On uploadera tous les audios, mais sur la chaîne YouTube du Reveal Club, vous y êtes déjà. Notre conversation est déjà sur C'est cool. Sur le tube. J'ai envie de voir ça après, moi. Ok, bon, j'irai regarder tout à l'heure. Reveal Club par Banana Mo et Morgan Brown. Cool. Yep.
Donc là aujourd'hui, c'est apparemment c'est vous qui allez me mitrailler de questions. C'était l'objectif. Oui, c'est ça. On va te cuisiner un petit peu pour Voilà, voir comment tu fonctionnes, ce que tu peux nous apporter, ce que surtout tu peux apporter en fait à travers tes partages à notre auditoire, aux gens qui écoutent le podcast La Systémique du Bonheur depuis peu ou depuis longtemps, peu importe, parce que ça commence à faire maintenant. C'est 5 ans, Samir, je crois, qu'on s'était dit. Ouais, ça fait 5 ans. Ouais, c'est ça, ça fait 5 ans. Donc il y a plein de gens qui vont potentiellement te découvrir, Morgane, avec tout ce que tu as à offrir en plus, donc c'est cool. Fait que ouais, c'est ça, on va te poser quelques questions histoire de mettre à jour quelques stratégies que tu utilises, quelques éléments qui sont propres à ton mode de fonctionnement. Et le but, c'est vraiment de pouvoir inspirer en fait ceux qui vont écouter ce podcast pour comprendre que encore une fois, il n'y a pas un seul chemin pour s'épanouir, il n'y a pas un seul chemin pour se réaliser, il n'y a pas un seul chemin pour justement développer ce qu'on a envie dans notre vie. Et peut-être la première question qui me vient, tu as dit que tu t'étais lancé à faire du contenu pendant la Covid. C'est bien ça, hein? C'est ça. Qu'est-ce qui t'a motivé à passer le cap et à mettre beaucoup plus l'emphase là-dessus? Parce que ça aurait pu être juste, c'est la Covid, je fais ça, ok, c'est cool. Et après, t'aurais pu repartir dans l'autre sens. Qu'est-ce qui a fait que t'as voulu maintenir et continuer d'aller dans cette direction-là? Est-ce que tu saurais peut-être nous dire un peu Alors, j'avais quand même déjà commencé à essayer de faire des articles de blog, à essayer de faire des posts Instagram. Et j'avais touché du doigt TikTok. J'avais essayé de faire une vidéo ou deux, mais qui avait rien à voir avec ce que je faisais. C'est-à-dire que je me disais, TikTok, c'est un truc où les gens, ils dansent. Donc, du coup, tu fais une espèce de trucs bêtes. On peut dire des gros mots sur ce podcast ou pas? C'est autorisé. Lâche-toi. Sur les expressions, des trucs à la con, voilà, qu'on peut voir, tu vois, et donc, j'avais touché du doigt à tout ça. Et étant coach à domicile, c'est-à-dire que devoir me déplacer pour aller voir des gens, dès qu'on doit être enfermé pendant un mois, je me suis dit, et en me disant, mais est-ce que ça va être comme ça jusqu'à la fin des temps, en fait? Est-ce que finalement, les êtres humains, je me projetais dans une dystopie, dystopie qui aurait pu arriver. Moi, le métier que j'ai, c'est d'aller chez les gens et d'être au contact, de les corriger, de faire machin. On sait pas où ça va nous amener. Donc, vous pouvez avoir un côté très optimiste sur ce qui pourrait arriver, mais je me dis, mais imagine, on est obligé tous les trimestres de faire un mois où on est arrêté dedans, donc mettre en place les visios. Mais moi, j'ai un public plutôt âgé, donc eux, les visios, c'est pas trop leur délire. C'est-à-dire que les gens viennent, c'est ça, qui viennent chez eux. Donc j'ai réussi à faire installer, je crois que c'était Skype à une dame de plus de 90 ans, au téléphone, faites ceci, machin et tout. Donc ça, c'était cool. Mais après, je me suis dit, il va falloir que, d'une part, ça fait réfléchir à est-ce que je veux aller chez les gens, être le coach à domicile jusqu'à mes 50, 60, 65 ans, 70 ans, et à faire ça. Est-ce que c'est une trajectoire de vie qui me plaît? Et en fait, je me suis dit, mince, c'est vrai que peut-être que c'est plutôt un métier que je m'imaginais faire jeune et puis après passer à autre chose. Donc, il y avait ça. Et il y avait aussi ce côté, j'ai du temps, parce que pendant cette période-là, comme j'avais plus à me déplacer, puisque la moitié du temps, voire plus que ça, c'est d'aller chez les gens et de revenir chez moi ou de faire des transitions. Donc en fait, je gagnais presque 2 fois plus de temps, même si j'avais tous mes coachings avec des visios, et j'avais moins de coaching. Ouais. C'est vrai que j'avais des journées, Donc, et pour créer, comment dire, donc je me suis dit, ce que je pourrais faire, c'est faire des plans d'entraînement, les vendre, mais pour ça, il me faut de la pub. Et Google Ads et tout, c'était pas forcément, c'était beaucoup plus cher qu'au tout début quand j'avais créé ma clientèle. Et donc, je me suis dit, il va falloir que tu passes sur les réseaux, quoi. Et donc, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et je suis toujours un gars qui s'appelle Gary Vaynerchuk, qui est un entrepreneur américain qui est très dans les médias, les réseaux sociaux. Et lui disait, faut en faire 3 par jour. Et du coup, je me suis attelé à ça pendant tout le mois du Covid, quasiment 3 à 5 posts par jour, plus ou moins bien. Et voilà. Et en fait, ça a pris assez rapidement. C'est-à-dire que, en fait, au début, pareil, sur les premiers jours, j'ai commencé à juste faire des choses un peu bêtes, quoi. C'est des choses bêtes. Je juge, mais des choses qui sont pas forcément en cohérence avec moi. Et puis après, je dis, vas-y, je fais une vidéo sur le gainage. Et en fait, j'ai eu des petits retours. Je fais, tiens, ok, ce
ce que je sais Finalement, faire, ça intéresse. ouais, c'est ça. Et je pense que ça va transparaître à travers des vidéos aussi quand c'est un truc qui t'intéresse vraiment et que t'as envie de le faire, c'est vrai que ça marche mieux. Ouais. Et donc j'ai commencé à faire ça et ça commençait à prendre un peu plus. Donc je me suis dit, moi, c'est vrai que ça fonctionne ça. Et voilà. Et de fil en aiguille, c'est pour ça que je l'ai fait. C'était parce que je pense que j'avais besoin aussi de ce moment pour me dire, tiens, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire jusqu'à la fin de ta vie? Question que je m'étais pas forcément posée. Un petit peu parce que j'avais commencé à vouloir créer un peu de réseaux sociaux, mais c'était une bulle temporelle pour moi, le Covid. Un moment où je pense que tu pouvais méditer sur ta vie et où tu vas, et tu as le temps de réfléchir. Et je pense que c'était un moment pour le faire, quoi. C'est pour ça que je l'ai fait. Ouais. Super intéressant. Ouais. Vraiment. Moi, j'avais une question, Julien, que je voulais poser. Quand, justement, tu as trouvé ce que tu voulais faire, j'imagine qu'il y a un pourquoi profond qui te drive. Est-ce que tu saurais nous en parler de ce pourquoi profond? Alors, je l'ai pas farfouillé au début. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai fait un exercice à un moment donné. C'est-à-dire que il fallait écrire 100 fois. Faut écrire 100 fois la phrase. L'idée, c'était ça, en fait, c'était d'essayer de trouver ce qui me motivait. Et j'essaie de trouver des raisons un petit peu comme ça, qui sortent de la tête. Et en fait, l'exercice, c'est 50 ou 100 fois d'écrire une phrase de qu'est-ce que tu veux faire. Ouais. Donc, je veux gagner, machin, jusqu'à ce que ça te provoque un sentiment, en fait. Et en fait, j'ai fait l'exercice, j'ai dû écrire 50 ou 60 fois le truc. Et je crois, et la phrase, je crois, c'est-à-dire que j'ai envie d'aider le monde. C'est-à-dire que j'ai envie ça peut être un peu présomptueux, mais de faire ce que je peux pour aider le monde, quoi. Moi, je sais que c'est un truc qui me motive beaucoup d'être au service des autres, dans les amitiés, dans la relation avec ma femme et tout. Je suis très moi, c'est les actes pour que les gens se sentent bien. J'aime bien faire rire les autres ou leur faire une séance de sport ou je sais pas, ou, par exemple les massages, c'est vraiment mon truc, ou faire à manger aux autres. Enfin, c'est comme ça que j'aime bien aider les autres. C'est un truc, je suppose que, je sais pas si c'est le cas, mais j'ai l'impression que c'est quand même une force motrice pour à peu près tout le monde, quelque part, je suppose. Mais ouais. Et j'avais envie d'aider le monde. Et je me suis dit que la meilleure manière de faire ça, c'était cohérent avec ça, d'essayer de mettre du contenu sur Internet pour que ça puisse aider un maximum de monde, quoi. Ouais. Ouais, super, super intéressant. Après, tu disais, ouais, c'est peut-être une force motrice pour tout le monde. Ben, je te dirais que je ne sais pas. Mais en tout cas, moi et Julien, c'est pour contrôler le monde. C'est pour ça que t'as des chats, en fait. C'est ça. Il manque juste le siège. Il faudrait que le dossier soit un petit peu plus haut et rouge et que tu puisses te retourner et voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. On va investir dans un nouveau fauteuil pour toi. C'était dans quoi? Il y avait un dessin animé comme ça. Je crois que c'était dans Inspecteur Gadget où le méchant il avait un chat tout le temps, c'est ça? Ouais, c'est ça. Avec sa main en métal là ou je sais pas quoi et je sais pas si on le voit dans le dernier épisode lui. À quoi il ressemblait, si on lui a mis une tête parce que normalement on ne voit jamais sa tête. Ouais, je me souviens pas, ouais, effectivement. Hmm. Après t'as Austin Power aussi qui a son chat. Ah ouais, Austin Power. Enfin le méchant Austin Power. Ouais, c'est vrai. Super tout ça. Bah tu vois pendant que t'amenais ça, du coup Morgane, c'est que il y a un élément en fait peut-être qui pourrait, je pense, intéresser grandement les personnes qui écoutent la systémique du bonheur, parce que tu sais dans ce podcast là, notre but c'est d'apporter des éléments sur la psychologie, c'est d'apporter des éléments aussi philosophiques parfois, et puis des éléments plus d'actualité pour voir comment on peut faire du tri, comment on peut s'en sortir, comment on peut sentir mieux, s'épanouir, etc. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que tu nous dises ce que tu observes peut-être chez ta clientèle. Alors, tu as une clientèle t'as pris une niche qui est spécifique, mais même chez ta clientèle, sans parler de manière générale, qu'est-ce que tu vois que ça apporte, en fait, d'avoir ce rapport-là au corps, ce rapport-là au sport, de donner de la place, en fait, à cette activité-là? Est-ce que tu as observé des gros changements, des changements de mentalité, des changements de dynamique chez les personnes que tu as pu accompagner jusqu'à maintenant? J'imagine que oui, mais j'aimerais t'entendre là-dessus. C'est vrai qu'il y a généralement il y a différents buts que les gens recherchent quand ils font appel à moi. Mais globalement, il y a deux trucs généraux. C'est se sentir. Alors non, en fait, ouais, ça se rapproche. C'est juste se sentir mieux dans son corps. En fait, ça paraît bête, mais réduction de la douleur. Ouais.
paraît bête, mais réduire sa propre souffrance si jamais... parce que les thématiques principales, c'est mal au dos. C'était les publicités que j'avais mises à l'époque, coach sportif spécialisé dans le mal de dos. Donc les gens qui avaient mal au dos, et donc en fait de réduire cette souffrance-là et de pouvoir être plus mobile et de faire plus de choses, donc plus d'autonomie et de liberté. Donc c'est un peu ça en fait, c'est être mieux dans son corps. Et donc c'est ça en général. Et puis après il y a aussi se sentir plus beau dans son corps, ça c'est une autre, mais c'est aussi se sentir mieux dans son corps. C'est-à-dire que généralement il y a l'interne un peu et l'externe. Les gens qui veulent être capables de monter 3-4 étages sans être au bout de leur vie, ce qui parfois c'est ça, ou courir après un bus et avoir les poumons en feu, c'est par exemple. les moments, ouais, c'est ça, c'est les moments où les gens se disent mince, je suis vraiment pas en forme, vas-y, je passe le cap, faut que j'appelle quelqu'un parce que je vais pas y arriver tout seul, parce que mon métier en fait c'est 80% du truc, c'est juste d'être là. Limite, je pourrais sonner, m'asseoir sur un truc et faire bon, bah, faites ce que vous voulez comme sport, mais il va falloir le faire parce que je suis là. Après, j'essaie d'apporter ma connaissance et mes trucs techniques, mais c'est vrai que le truc, c'est juste d'être présent, quoi. Ouais. Et après, bah, le côté esthétique, ça, le truc, c'est que c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a une grande partie qui est très liée sur le côté esthétique à la nutrition. Donc j'ai moins la main là-dessus. Donc tout ce côté esthétique, ça demande beaucoup de je vais pas dire discipline, mais que les gens aient un peu de rigueur avec eux-mêmes et voilà, suivent le plan du mieux qu'ils peuvent, qu'ils aient vraiment envie de le faire aussi, et pas juste qu'ils espèrent que appeler quelqu'un, ça va leur permettre d'atteindre leur objectif physique. Mais voilà, en gros, c'est ces deux demandes-là. C'est à la fois, mais c'est marrant parce que l'esthétique est très 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 petite dans tout ça. Finalement, c'est pas plus... le. Ouais, c'est pas le truc principal que les gens recherchent. Une vieille dame qui me disait l'autre jour, j'étais avec mon ami, je lui demandais si elle voulait un café, elle a dit oui. Je me suis levé du canapé et mon ami, elle a fait, mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire là? En fait, elle s'était levée du canapé facilement au lieu de mettre la main. Au lieu le côté je m'appuie. Ouais, le côté où tu fais des bruitages d'hommes des cavernes pour essayer de faire un mouvement. Quand tu t'assois, tu fais ce truc-là. Là. Et puis il y a des petits bruits de grincement aussi en fond. les bruits de porte et de. On va mettre des WD-40 sur les vis. Ouais, c'est ça. Voilà, d'éviter ces trucs-là. Donc c'est vraiment cette recherche d'autonomie, et quand il la trouve, c'est cool. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un déclic en général pour se dire qu'ils vont être contents et que la séance va leur manquer. Parce que quand ils passent 2-3 semaines à pas me voir, parfois, quand pendant les grandes vacances, ils partent, machin et tout, ils se rendent compte qu'en fait l'accumulation justement l'absence de séances font qu'ils disent mince, en fait ça me fait vraiment du bien parce que quand j'arrête, j'ai mal ou je ressens que je me rabougris sur moi-même ou quoi que ce soit. Et voilà, c'est vraiment ce confort en fait avec eux-mêmes qui fait que ils sont contents des séances en général. Ouais. C'est cool. Merci pour ce partage-là. C'est chouette. Merci beaucoup. Ouais. Moi, il y a un truc que je voulais te poser comme question. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, nous, on a rencontré Morgan après Mo, Banana Mo, qu'on connaît. Ça fait un moment qu'on entretient. On est très amis avec lui. On va certainement être amené à collaborer également. Il nous a présenté Morgan parce que toi aussi, tu faisais des vidéos sur les réseaux, du temps où on était sur TikTok également. Beaucoup de vidéos. Et ce que j'aime bien aussi, récemment, j'ai vu une de tes vidéos, c'est que tu t'essayes de casser les préjugés aussi par rapport au sport, etc. Là, j'avais vu une vidéo récemment que j'avais adorée. C'est une personne qui t'avait un petit peu taquiné sur les réseaux en disant ouais, mais en fait t'es pas fin comme ça, ou etc. T'as pas, enfin entre guillemets, t'as pas un corps athlétique. Et puis en fait t'as challengé la personne en disant mais en fait pour toi c'est quoi un corps athlétique, etc. Et moi ça c'est ces trucs que j'aime bien justement que tu fais, c'est que tu challenges aussi, tu casses les codes à certains moments. Il y a des gens qui sont dans une espèce de vision un peu fermée du sport, en fait, ou de ce que devrait être un sportif ou autre. Et toi, en fait, tu t'en parles très souvent de ça. Et je fais le lien avec ce que tu dis, le fait que les gens ne recherchent pas forcément le physique ou l'esthétique. Ouais, c'est je pense qu'il y a il y a un vrai souci avec les réseaux sociaux là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a ce couloir assez fin de ce que c'est que d'être fit, d'être athlétique quoi, en quelque sorte, d'être capable de courir, de sauter, de soulever des trucs, machin et tout. Et c'est super intéressant parce que hier justement on a fait un
un podcast avec une psychologue qui est spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Et elle a pas mal justement d'influenceurs comme ça qui en fait ont des gros troubles parce que pour garder cette esthétique là, ils sont obligés de vivre une vie de restriction en fait. Et c'est là où on se dit bon bah il y a l'image, le comment dire, ce qui est projeté, ce qui vend, ce qui fonctionne bien, et ensuite il y a ce qui est bon pour soi, pour sa santé mentale, pour sa santé tout court. Et parce que sur comment dire, dans les vidéos, sur les caméras, souvent les gens sont toujours un peu, alors ça dépend des angles qu'on prend, machin et tout, mais les gens ont généralement l'air moins maigres que ce qu'ils sont réellement dans la vie. C'est-à-dire que les gens on se dit ah bon bah il doit peser 50 kilos, en fait il en fait 45, il est tout sec. Okay. Et en fait dans la vie de tous les jours on les voit, ils sont ils sont plus petits que ce qu'on imagine sur les réseaux. Voilà, et moi quand je dis je fais 1m78 pour 95 kilos, on me fait ah d'accord, ok, c'est parce que du coup je suis pas sec, j'ai de la chair sur moi, mais j'arrive quand même à courir, j'arrive quand même à soulever des trucs. Et je pense que c'est important que les gens se rendent compte que ces physiques-là, ces gens-là, donc à la fois il y a une part génétique qui est super importante à prendre en compte, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même génétique. Généralement ces gens-là, c'est des gens qui ont eu beaucoup de mal à prendre du poids à un moment donné, ils étaient très très fins et ont jamais eu ont eu très très peu de gras sur eux depuis qu'ils sont petits, ce qui fait qu'en mangeant beaucoup, ils construisent la masse musculaire et restent relativement secs toute l'année. Donc c'est pas forcément un physique qui est facilement atteignable pour des gens comme moi qui ont toujours été plutôt gras. Voilà, c'est plus difficile parce que quand on a ce stock de graisse, c'est plus difficile d'être sec. C'est plus facile d'avoir ces physiques secs quand on a été sec toute sa vie et d'amasser de la masse musculaire. L'inverse c'est plus compliqué. Donc les gens qui ont été gros, d'avoir ces physiques secs, généralement ça demande soit une assistance chimique, soit vraiment un développement des gros sacrifices de troubles, voilà, qui sont vraiment dans la grosse restriction mentale. Et donc je pense que je pense que Mo et moi on aura raison sur le long terme, même si on vient nous bâcher, même si on vient, et qu'en fait à un moment donné, comme on est sur j'ai pas envie de dire la vérité, mais comme on est sur le bon sens, et autant que de parler vraiment de ce qu'est la réalité autant que possible, et ce sera du long terme sur le message qu'on essaie d'apporter, plutôt que d'essayer d'aller chercher ces trucs clickbait avec ces images de l'huile, des abdos et de l'automobranchement, quoi. Voilà. Ouais, il y a beaucoup. J'avais vu encore une vidéo récemment là sur Instagram et c'est une fille justement qui parle un petit peu de certaines dérives des réseaux sociaux et qui parlait du physique Instagram. Maintenant, on appelle ça comme ça, un physique Instagram. En fait, tout le monde se ressemble. Ils ont le même nez, les mêmes pommettes, la même forme du visage, le même corps. Et en fait, ça crée du stress aussi pour beaucoup de créateurs de contenu parce que ils pensent que il faut ressembler à ça. Et ça crée des standards pour d'autres en disant, en fait, si tu ressembles pas à ça, en fait, tu te fais critiquer, juger, etc. Et le truc, c'est que ces personnes qui sont dans ce, entre guillemets, physique Instagram, c'est souvent des personnes qui vont faire de la chirurgie, c'est des personnes qui vont, qui font recours à d'autres choses, c'est pas un physique naturel au final. Qui vont partir en Turquie. Ouais, c'est ça. Avec les dents, là. Je sais pas si vous voyez. Avec les dents, aussi, ouais. Les dents de requin. Ouais, c'est ça, l'espèce de ticket. Vous avez déjà fait ça quand vous étiez petit, avec les tickets de métro ou pas? Pour faire le sourire. Vous mettez le ticket de métro blanc et il y avait la barre noire au milieu, ça faisait des fausses dents comme toutes blanches. C'est très drôle. Les dents. Et ça fait un peu ça, quoi. Et j'ai l'impression que j'arrive pas à utiliser leur mâchoire. C'est marrant parce que quand tu les croises dans la réalité, tu te rends compte qu'il y a un truc qui va pas. Enfin, quand ils font refaire des choses et tout, c'est assez bizarre quand c'est mal refait, c'est ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, ils ont des dents saines, ils vont les faire limer pour se faire poser des implants. Et tu te dis, mais des fois, pourquoi en fait? Non, c'est terrible, hein. C'est là que tu vois qu'il y a, en fait, nous, c'est ce qu'on appelle il y a la notion de bouclier égotique, le fait que tu vas respecter, en fait, les valeurs et les choses qui sont importantes pour toi en interne. Et puis, t'as ce cadre de référence aussi interne-externe. Et souvent, t'as un cadre de référence qui est ultra externe, en fait, chez ces personnes-là. Fait que j'existe parce que l'autre me regarde, j'existe parce que l'autre me reconnaît, j'existe parce que l'autre me dit de faire telle ou telle chose. Et c'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est fou parce qu'ils doivent être, alors, je sais pas si c'est le cas, mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont en souffrance par rapport à ce à quoi ils ressemblent maintenant et que du coup la souffrance parce que
la chirurgie, enfin on dit ça comme ça quoi, mais passer sur le billard, c'est des semaines, je sais pas, ou des mois de souffrance selon ce que t'as fait. Ah oui, c'est pas Franchement, confortable. mais c'est fou, se faire limer les dents, faire les implants machin, les complications, le long terme, les implants en silicone qu'il faut changer tous les machins, des trucs des infections, des trucs. Faut quand même vraiment le vouloir pour. Enfin, c'est-à-dire que moi, je le ferais pas parce que j'ai pas envie de souffrir comme ça. Ça me saoule. Je perds. Bon, s'il y a que des auditeurs, moi, je commence à perdre les poils sur le caillou. J'ai vu ma famille que j'avais pas vu depuis 3 ou 4 ans récemment. Ils ont fait, hey ils ont fait le petit geste sur le crâne là, genre, dis donc, ça disparaît. Hein. C'est ouais, il y a de la perte de. c'est aride. Enfin bon. Et du coup, c'est le changement climatique. C'est ça, voilà, c'est trop de CO2. Mais ouais, c'est chaud. Enfin, c'est-à-dire que moi, quand je vois des gens faire des choses comme ça, je me dis, putain, ils doivent quand même être en souffrance, sincèrement, pour oser aller faire ça. En fait, il y a certainement d'autres choses derrière. Et c'est là aussi où, tu sais, nous, on n'est pas dans ton domaine, mais on le dit très régulièrement. Et puis, on le partage en plus régulièrement, même dans ce podcast, que premier antidépresseur, le meilleur du marché, c'est de bouger, c'est de faire du sport. Et que c'est un pilier qui est ultra important, en fait. Et que si tu veux te sentir bien, ça va pas passer seulement par des choses externes, ça va pas seulement passer par j'ai plein de fric, j'ai une grosse baraque, j'ai une grosse bagnole, j'ai un machin, j'ai un truc, j'ai un bidule. Où en fait, à un moment donné, t'arrives à un stade où, bah, tu sais, si tu suis ta logique, tu t'es fait tout refaire, tu as l'impression que t'as 20 ans alors que t'en as 50 sur tes photos, puis ça va toujours pas. Et souvent, bah, ce que tu vois, c'est mauvais environnement, mauvais système de pensée et manque d'activité physique. Ça fait souvent partie du package de qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien. Ça, c'est ce que vous observez, c'est ça? C'est-à-dire que le manque d'activité physique fait généralement partie de la brochette des éléments qui manquent dans la vie des gens qui se sentent pas bien. Mauvaise alimentation, problème de sommeil et manque d'activité physique. Alors du coup, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Non, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que le mal-être fait que ou est-ce que je suppose que c'est communicant. Ouais, voilà, c'est à double sens. Ça va ça va être dans les deux directions. Ouais. Mais après, t'as le piège que tu dois très certainement remarquer aussi, qui est je ferai du sport quand je me sentirai mieux. En ce moment, ça va pas trop, donc je ferai du sport quand je me sentirai mieux. Et en fait, tout est comme ça chez l'être humain. C'est je ferai quand ça ira mieux. Et nous, on a un élément qu'on transmet beaucoup à nos étudiants, c'est que si ton client vient te dire je ferai ça quand ça ira mieux, c'est qu'il vient de dire ce qu'il doit faire maintenant pour justement aller mieux. Ouais, je changerai de boulot quand je me sentirai mieux. C'est peut-être temps de le faire. Ouais, non, peut-être que je mettrai fin à ma relation quand ça se sera calmé. Peut-être temps de le faire. C'est vraiment de se dire, si ça pop dans ta tête, c'est pas pour que t'en fasses une comparaison en disant je le ferai plus tard. Là. C'est ton système qui est en train de te dire c'est ça qu'il faut que tu fasses là. C'est ça qu'il faut que tu mettes en place. Donc c'est super intéressant parce que c'est je me rends compte en fait de plus en plus parce que je suis Mister Procrastination, c'est ma devise. Hein. J'adore remettre les choses à plus tard. Et c'est très drôle de voir à quel point l'action est un peu le remède à tout. Dans le sens où si un truc te stresse, bah si t'agis dessus en général, tout ça se réduit tout de suite. Si tu te dis mince, il faut que j'appelle machin pour prendre un rendez-vous de truc. Et en fait c'est terrible. Enfin, je le fais encore. Hein, c'est-à-dire que moi les rendez-vous, moi le dentiste c'est vraiment pas mon truc. Faut que j'y retourne, ça fait 1 an, je suis pas allé, faut que j'aille faire un détartrage, machin et tout, et j'appréhende, et donc du coup je pense que là, maintenant que je le dis là, je vais être obligé d'aller prendre mon rendez-vous. On va te coller au cul. Bon Morgane, t'as pris ton rendez-vous? Alors, t'as fait ton détartrage? Ouais. Et c'est vrai pour tout, c'est-à-dire que comme tu dis dans ces relations et pour le sport, en fait, on a peur de se mettre à l'action, et c'est pour ça que avec Mo, on essaie vraiment de comment dire. De pas faire une montagne du truc, c'est-à-dire vas-y fais 3 pompes et comme ça tu vois tu t'es déjà mis à faire un truc et ah oui en fait ça va et après la semaine d'après t'en fais 4 et t'es déjà dans le processus de t'être remis en mouvement parce que il y a beaucoup d'injonctions il faut faire 10 000 pas par jour machin et tout. C'est vrai que
dit comme ça, c'est 10 000 pas, c'est 1 heure et demie de marche. Je suis pas sûr d'avoir machin. Bah, faisant 1000, tu vois, déjà c'est cool. Et de commencer comme ça. Alors je sais pas si pour que les gens s'en sortent et arrêtent de souffrir, c'est un peu ça aussi. C'est comme il faut dormir 8 heures par nuit. Tu rigoles, 8 heures par nuit, c'est impossible. Faut arrêter de regarder son téléphone. Mais attends, j'ai pas le temps déjà. Comment est-ce que je me relaxe? Et il y a beaucoup de résistance à ça. C'est pour ça que j'aime bien cette idée de fragmenter les choses au maximum et pour te dire que cette petite mise à l'action, ça fait beaucoup de choses. Et je me rends compte que j'agis pas beaucoup. On parlait de Bananamo. Bananamo, il m'impressionne par sa puissance d'action. C'est-à-dire que dans une journée, il appelle, tac, 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 attends, vas-y, on va le faire maintenant. Il faudrait créer le podcast, par exemple, il faut que je le crée là sur Spotify, machin. Donc moi, je le mets dans mon agenda, il faudrait que je le mette à machin, et trucs. Et pourquoi on le fait là? Voilà, vas-y. Voilà, boum, vas-y, qu'est-ce que t'as? Et je suis fasciné par ça, parce que j'ai beaucoup, moi, je procrastine beaucoup. Genre, je sais pas si c'est, je sais pas d'où ça vient, si c'est pareil pour tous les membres de ma famille. Il faudrait que je leur en parle d'ailleurs, c'est intéressant. Mais c'est très facile pour moi de remettre à plus tard. Et dès que je me mets à faire des trucs, j'en fais beaucoup plus. Dans une journée, si ma journée commence bien, je pense que c'est maintenant de mettre mon sport autant que possible avant le reste, parce que moi j'ai gagné ma journée. Et en fait après ça enclenche beaucoup de choses. Le fait de faire ma séance avant le reste maintenant. Avant je faisais les choses et je me disais je fais ma séance de sport à la fin. Et du coup je culpabilisais toute la journée en disant mince, je vais pas avoir le temps de faire ma séance de sport, je vais pas avoir le temps. Et donc du coup je squeezais ma séance de sport et je me rendais compte de l'insatisfaction. C'est très récent ça fait que quelques mois que je fais ça maintenant et ça m'aide beaucoup. C'est chouette comme prise de conscience puis de réorganiser en disant en fait c'est à ce moment-là qu'il faut que je le mette. C'est important pour moi de le faire à ce moment-là, de s'écouter, de se respecter, non, c'est chouette. C'est un c'est un chouette message même pour ceux qui nous écoutent, parce que je crois je vais faire une généralisation, mais on a tous à un moment donné été pris dans des habitudes du quotidien. Et puis en fait, tu te dis tiens, je ferai ça tout à l'heure, c'est important pour toi, mais tiens, je le ferai tout à l'heure. Ben non, en fait, pourquoi tu le fais pas maintenant et tu fais le reste après? En fait, si tu peux pas le faire tout à l'heure, fais-le maintenant, puis comme ça au moins t'es tranquille. Le reste tu peux le décaler, c'est pas gênant en fait. Donc non, c'est cool, c'est un chouette partage. J'avais une question pour toi Morgane, mais vas-y Samir, je te laisse. Justement, quand tu disais l'œuf ou la poule, etc. En fait, c'est un élément qu'on utilise aussi en PNL, dans notre approche du coaching. En fait, où il y a la triade où tu as le comportement qui va influencer les pensées qui vont influencer les émotions qui vont influencer le comportement. Et en fait, souvent, on est dans cette boucle-là, on tourne en rond et on va dire je me sens pas bien, donc je vais pas me mettre en action. Mais le fait de pas se mettre en action, ça va aussi provoquer les pensées. Et puis en fait, et ça tourne. Et souvent, juste de se mettre en mouvement, comme tu disais Julien avec le sport, en fait, juste le fait de mettre ses chaussures, se bouger, même 5 minutes, en fait, ça va juste redéclencher l'énergie. En fait, parce que c'est un peu comme si l'énergie elle était bloquée dans un des éléments, et c'est ça qui crée du déséquilibre. Juste le fait de se mettre en mouvement, ça recrée de l'équilibre dans tout. Et du coup, je sais pas, ça me faisait, je refaisais un lien avec ce que tu disais tout à l'heure et l'œuf ou la poule, justement de Morgane. Vas-y, je te laisse Julien poser ta question. Non, il y avait un point qui me venait et c'est quoi le discours? Qu'est-ce que tu expliques? Puis j'expliquerai pourquoi j'en viens à cette question-là. Mais comment est-ce que tu gères un client qui te dit ok, je veux reprendre le sport, puis tu sais, j'y vais à fond là. Ça fait 3 ans que j'ai pas fait de sport, puis je vais aller 2 heures 3 fois par semaine à la salle de sport et je veux y aller à fond. Comment je m'y prends? Comment je fais? On se doute du résultat que ça peut donner, ce genre de mode de fonctionnement. Mais du coup, comment tu gères ça? Qu'est-ce que t'expliques, peut-être? Alors, il faut retenir un peu les rênes, mais il faut pas non plus casser un élan, quoi. C'est-à-dire que si pour allumer un feu, parfois il faut, pour allumer un barbecue, tu sais, avoir la braise qui est constante et qui a la bonne température, tu sais, des fois, faut quand même mettre un peu c'est pas grave si tu prends du kérosène et que tu fais flamber le truc un peu au début. Au moins, ça lancera quelque chose plutôt que de dire non, il y a vraiment tout un protocole à faire et de casser un peu la mise en action. Donc c'est cool, mais c'est bien de donner quelques règles. Par exemple, en course à pied, c'est pas pas une augmentation de plus de 10% par semaine. Donc, tu vois, si tu peux donner des cadres un peu comme ça, des règles assez simples pour leur dire, ok, là tu veux y aller à fond,
ok, et ben pas plus de machin de plus par semaine, même s'il veut faire tous les jours, parce que il y a des gens pour qui c'est plus facile de faire tous les jours que de faire 2 fois dans la semaine. La rythmique fait qu'ils en ont besoin. Ouais. Et donc, et c'est bien de leur dire, bah, ok, vas-y, mais garde-en un peu sous la main à chaque séance pour que tu puisses le faire tous les jours. C'est comme, je crois que c'est Jordan Peterson qui expliquait à ses clients ultra qui étaient accros au travail, de leur expliquer, en fait, vous pourriez travailler plus si vous vous reposiez un petit peu. C'est-à-dire que, et donc du coup, ils faisaient, oh, et au lieu de, et du coup, c'était une manière de leur vendre le truc en disant, bah, vous savez, si vous arrêtiez une demi-heure avant, et ben demain vous pourriez travailler et être encore plus productif. Et donc du coup, ça les allumait en disant ah ouais d'accord. Et donc de leur dire bah écoute, au lieu de faire une séance de 2 heures et allant à 110%, demain tu pourras rien faire. Pourquoi tu ferais pas 1h30? Puis tu t'échauffes bien, comme ça tu te blesseras pas pendant la séance, tu pourras revenir demain et après-demain et après-demain. Et donc de couper un peu la poire en deux, mais s'ils sont vraiment motivés, faut pas non plus trop les frustrer. Et peut-être de leur dire, et genre, tu sais, s'ils veulent se restreindre alimentairement, dire, bah, le problème, c'est que il faut il faut mettre de l'énergie dans le moteur si tu veux pouvoir bouger des choses. C'est-à-dire que si tu t'affames et en plus tu fais 2 heures de sport par jour, tu vas brûler la chandelle par le debout. Ouais. Là, aujourd'hui, tu as une réserve, ça va te durer une semaine, parce que du coup, tu as des réserves dans tes muscles, tu as des réserves dans ton foie, mais en fait, tu vas puiser, et après, tu vas être à plat, et au bout de 3 jours, ça va pas aller. Donc, faut quand même continuer à te nourrir. Donc voilà, j'ai pas envie non plus de freiner leurs ardeurs, de dire, bah, ok, bah, tu fais 2 minutes de yoga aujourd'hui, et la semaine prochaine, tu reprends, alors qu'ils ont, ça y est, il y a un déclic, ils ont très envie de le faire. Donc voilà, j'ai juste donné des règles simples pour pas qu'ils se blessent, ce qui arrive généralement parce qu'ils écoutent pas trop. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'ils sont quand même super motivés, genre mais ça se passe bien. Et après, quand ils font les erreurs, ils se disent ah oui mince, j'aurais peut-être dû. Et c'est là où il faut dire je te l'avais dit, ça va arriver. Et c'est comme on a eu cette discussion avec Mo, je sais pas si c'était avec vous ou pas, justement à ce sujet quand t'as des enfants. Tu sais, et de te dire, bah, peut-être qu'il faut juste les laisser faire leurs erreurs. Cette image du gamin qui se met dans un pneu, il y a une descente comme ça, et du coup, il se met dans le pneu. Et le papa, il fait, c'est une vidéo comme ça, le papa, il fait, t'es sûr que tu veux faire ça, hein? Et le gamin, il fait, ouais, tu vas te faire mal, mais bon, je te laisse le faire si tu veux. Et donc, du coup, il le fait, et puis, il se prend un mur, et puis il tombe, et puis il a mal, et le papa, il fait, bon, bah voilà. Et donc, je pense que le gamin, il écoutera plus son papa après, mais des fois, si le cadre est pas trop dangereux, moi, je trouve ça bien de laisser les gens faire leurs erreurs aussi. Pour en retirer les choses. C'est comme ça qu'on apprend mieux. Parfois, on peut dire, touche pas au feu, touche pas au feu, touche pas au feu. Et quand la personne se brûle, elle fait, ah, pas toucher au feu. Ok. Ouais, complètement. Ouais. C'est drôle, la dernière fois, j'avais ma petite là qui se met tout le temps au bord du lit, tu sais, quand tu sais, des fois je joue un peu avec elle sur le lit et elle veut se mettre au bord du lit, tu vois, et je me dis mais tu vas tomber. Donc, tu sais, je la remets au milieu, etc. Et la dernière fois, j'ai eu cette pensée pendant 2 secondes de me dire, tu sais quoi, je vais la laisser tomber, elle va comprendre après. Je l'ai pas fait, hein, parce que j'ai pas envie quand même qu'elle a des bobos, elle est encore petite. Ouais. Mais tu sais, j'ai eu cette pensée de dire, bah écoute, quand elle fera son erreur, elle comprendra. mais bon, après la maman qui va me tuer juste derrière. Mais... il va y avoir un meurtre. C'est ça. Du coup, moi, je voulais revenir sur un truc que tu disais qui est super intéressant parce que c'était le thème du podcast de la semaine passée, où quand tu disais en fait avec Jordan Peterson, si tu te reposais un peu plus, tu travaillerais un peu plus. Et bah moi, j'ai fait cette prise de conscience il y a pas longtemps. En fait, toi, tu cours. Je sais que t'as fait un marathon cette année, peut-être ton premier, plus, je sais pas si t'as... Troisième marathon, ok. Tu fais des Ironman, je crois, quelque chose comme ça? J'ai pas encore fait un Ironman, j'ai fait un demi. Je tiens à préciser parce que c'est pas la même épreuve. C'est déjà pas mal, hein. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Exact. Et en fait, moi, j'aimerais bien faire un marathon l'année prochaine. Et du coup, cette année, je suis un coureur amateur, tu sais, je courais, sans réfléchir ou autre chose, juste mettais mes chaussures et j'allais courir. Et, là, je me suis dit, cette année, je vais faire 2 semis, l'année prochaine un marathon. Et je vais commencer peut-être à me préparer, à changer un peu ma façon de courir, à apprendre à courir et tout. Et en fait, je me suis rendu compte, en regardant quelques vidéos, que courir moins vite, ça permettait de courir plus vite. Et ça, c'était un truc que j'ai pas compris au début. J'ai fait ah bon, c'est bizarre. Et en fait, tu vois, il y avait une histoire de FC Max où il fallait courir à 60% de la FC Max 80% du temps. Donc on revient encore au principe des 80-20, Julien.
80% du temps, faut courir lentement avec un effort assez pas trop poussé. Et puis je crois 20% c'est un effort un peu plus fort avec des fractionnés et tout. Moi je sais, j'y connais rien, hein. Je dis ce que j'ai retenu pour le moment. Mais du coup, c'est ce que ça m'avait rappelé et on a fait un podcast sur le sujet de parfois ce qui t'empêche d'avancer et d'évoluer, c'est le fait de vouloir te mettre tout le temps à 100%. T'es tout le temps en train de tirer sur le moteur et au bout d'un moment, t'arrives pas à avancer, tu rentres dans une espèce de processus d'auto dénigrement en disant regarde, je suis tout le temps à fond et j'avance pas et c'est pas normal, etc. Alors que ceux que tu vois avancer, c'est des gens qui prennent le temps de ralentir aussi. Donc ouais, voilà, je trouvais ça intéressant. Donc je sais pas si tu peux me donner 2-3 tips pour courir dans ce podcast. C'est la slow méthode. La slow méthode. Ouais, donc mon nom de chaîne, c'est The Slow Method. Et en fait, c'est parce que j'ai cette prise de conscience-là. À chaque fois que j'ai ralenti, je suis allé plus vite. C'est assez bizarre, mais ça va être contre-intuitif pour beaucoup de gens. Mais en fait, le problème du 100%, c'est que c'est la rupture. C'est à ce moment-là que les choses se rompent. Si vous mettez 100% du poids qu'une planche en bois peut supporter dessus, la planche va casser. Et donc en fait, il faut toujours garder cette marge de manœuvre pour éviter que justement le système ne se brise. Et donc il faut toujours en garder sous le pied. Et ça paraît bizarre pour les gens, mais il n'y a pas besoin d'aller à 100% pour provoquer un stimuli. Et c'est encore cette histoire des 80-20, c'est-à-dire que il vaut mieux faire 80% pendant 10 ans que 100% pendant 3 mois, parce que 100% pendant 3 mois, le risque de blessure est beaucoup plus élevé. Et ça, c'est le facteur à éviter en entraînement, c'est la blessure, c'est ce qui vous ralentit le plus. Et donc c'est pour ça que les sportifs de haut niveau, ce qu'ils font, c'est juste des choses très bien pendant très longtemps, autant que possible. Et donc eux, ils sont à 80-90% du temps bien en dessous de leur capacité. Et il y a juste certaines séances qui sont saupoudrées par-dessus, qui sont plus élevées, mais c'est jamais le 100%, c'est le jour de la compète. C'est au moment où c'est pour ça que parfois on les voit en train de vomir sur leur vélo parce que ils sont au rupteur à ce moment-là, mais ils ont préparé pendant 1 an, 3 ans, 4 ans cet événement-là pour arriver au maximum de leur capacité ce jour-là. Et ensuite, il y a des facteurs extérieurs qui viennent perturber les choses. Pour la course à pied, en fait, dans l'idéal, il faudrait limite dans un monde idéal où on se blesse pas, aller à 100% tout le temps, ce serait génial. Voilà. C'est l'idée, c'est que par exemple, si tu veux courir 10 km, le meilleur entraînement à faire, c'est y aller à fond, faire 10 km à fond autant que possible tout le temps. Ce serait le meilleur entraînement théorique si on ne se blessait pas. Le problème avec ça, c'est que comme je dis, si c'est au rupteur tout le temps, on peut pas récupérer suffisamment pour améliorer ses capacités. Et donc du coup, on prend bien en dessous. Et le fait de faire du zone 2, ce que tu appelles du zone 2, donc quand on court et qu'on arrive limite à respirer par le nez, à avoir une conversation normale, on entend qu'on respire. En fait, ça crée une base extrêmement solide de progression. Plus tu peux faire du zone 2, plus ta capacité à aller en intensité après est bonne. C'est une histoire de pyramide. Donc, si tu crées un socle comme ça extrêmement bon, tu augmentes tous tes facteurs de performance. Ensuite, ça te permet ensuite d'avoir la capacité d'augmenter tes intensités au-dessus et de te faire progresser. Je sais pas si ce que j'ai dit est facilement compréhensible. Ça va? Ouais, non, ouais, complètement. Okay, cool. Et en musculation, c'est pareil. Il faut que 80-90% de son entraînement, ce soit du relativement léger pendant beaucoup de répétitions, 10, 12, 15, 20 reps. Et on saupoudre là-dessus une rep, 2 reps, 3 reps, 5 reps sur certains exercices pour travailler d'autres capacités. Mais en gros, les entraînements sont quasiment les mêmes pour tous les sports. C'est vrai que beaucoup de pas grand-chose et peu de gros trucs. Bah c'est chouette comme partage. Je te remercie. Et tout à l'heure, je disais voilà, je vais te poser une question, puis je vais expliquer pourquoi je pose cette question-là. En fait, t'as donné plein de réponses qui sont super pertinentes et qui peuvent être, je pense, transposées dans plein d'autres choses. Parce que moi, je fais partie de la team de si je dois faire un truc, je le fais à fond, je le fais pas. Je me calme avec le temps. J'ai pris du recul et c'est comme, ok, tu vas te détendre parce que, tu sais, je souriais quand t'as parlé du 10 km parce que moi, la première fois que j'ai décidé d'aller courir, je suis sorti de chez moi, j'ai fait, ok, je vais courir 10 km. Et je l'ai fait, hein.
mais j'étais au bout de ma vie. Oui. J'étais au bout de ma vie. J'ai pu marcher pendant genre 2-3 jours. J'étais comme, je peux plus monter des escaliers, j'arrive plus à marcher, c'est l'enfer. Et ça m'a pas empêché de recommencer. Hein. Parce que dès que j'étais en forme, hop, je suis reparti courir mon 10 km. Mais c'est du coup de voir que ce qui s'applique spécifiquement là dans le sport, en fait, tu peux l'appliquer absolument partout. Ouais. Parce qu'on a aussi, je pense, quelque part, alors pas tous, mais une grande partie, à ce biais du non, je vais pas juste faire cette petite partie-là, je le ferai quand j'aurai du temps pour tout faire d'un coup. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais en fait, c'est de la mauvaise procrastination. C'est là où je voulais en venir, c'est que tu disais tout à l'heure que tu procrastinais beaucoup, tu étais un spécialiste de la procrastination. Et je pense que c'est une bonne chose, quelque part, que tu aies cette spécialité de procrastination. Parce que du coup, c'est plus facile, avec ce système-là, de se dire, faudrait que, dans mon idéal, je voudrais courir pendant 2 heures, mais là, j'ai juste un quart d'heure. Fait que je vais remettre à plus tard mon 2 heures. Par contre, je vais faire mon quart d'heure tout de suite. Tu vois, ce côté procrastination du gros morceau que tu aurais envie d'accomplir pour te ramener et te mesurer et te dire, ok, en fait, en procrastinant le gros, en fait, je vais y aller encore plus vite parce que je vais faire les petits morceaux qui sont à faire entre les deux. Et du coup, je trouvais ça intéressant, tu vois, de ramener mais est-ce que la procrastination est forcément mauvaise, tu vois? Elle est pas forcément mauvaise. Elle peut avoir des intérêts sur plein de niveaux, mais ça dépend comment tu l'utilises, en fait. Ah, c'est marrant ça. C'était Gary Vaynerchuk qui il fait des rencontres comme ça avec des gens et la fille il fait ouais, moi je serai millionnaire à 25 ans. Il fait le fait que tu me dis cette phrase me garantit que tu ne seras pas millionnaire à 25 ans. Que ça ne va pas se passer parce que tu le veux tellement vite que tu veux le truc avant d'avoir réfléchi au processus pour comment dire, si tu mets les choses en place, ça arrivera, mais si tu veux aller trop vite vers ton but, tu risques justement de crash and burn, de te brûler les ailes, quoi, tu vois, tout à fait. Et d'essayer d'aller trop vite. Donc je vois ce que tu veux dire, mais c'est intéressant cette idée est-ce que c'est pas plutôt du delayed gratification, ou est-ce que justement ce que tu disais pour la procrastination et je sais pas comment on dit en français, delayed gratification, la gratification, repoussée, peut-être. Repoussée, ouais. Ouais. J'imagine qu'il doit y avoir un lien entre les deux. Le truc, si tu veux, c'est que très rapidement, on voit souvent la procrastination comme étant un problème, mais la procrastination, c'est avant tout un mécanisme de défense de notre système. Et que si t'apprends à comprendre en fait que cette procrastination, elle est pas là pour te desservir, mais elle est là pour te dire, t'as pas assez de clarté, t'as pas assez de moyens, c'est pas le bon moment, c'est pas ce que tu veux, c'est pas ce que tu cherches, c'est pas ce dont t'as vraiment besoin. Il y a toujours un message derrière, c'est pas j'ai envie de faire ça, puis je le ferai plus tard, je procrastine tout le temps. Parce qu'il y a le comportement de procrastination qui lui peut devenir une habitude et qui est problématique, et tu as la procrastination qui est la réaction de ton système face à quelque chose qui peut être inconfortable ou qui peut représenter un risque ou qui peut représenter une activation de peur ou de croyance. Fait que t'as les deux, en fait. Le comportement lui-même est pas bon parce que si tu prends l'habitude de procrastiner, en fait, tu procrastines plus. C'est juste ton habitude. C'est plus un problème de procrastination à ce stade-là. Mais quand il y a procrastination, si elle est là, si elle s'invite, c'est qu'il y a une bonne raison. Et maintenant, c'est quoi la raison? Est-ce que c'est ton système qui a peur, qui a une croyance, en fait, tu t'engages dans un truc qui fait pas de sens pour toi, ou c'est juste pas clair, donc t'y vas pas? Et du coup, c'est bien, je pense, de pouvoir utiliser cette procrastination de façon plus adaptée par rapport à, ça peut me permettre d'éviter de me cramer. Ça peut me permettre d'éviter de partir droit dans le mur. Je sais plus si c'est avec toi et puis moi, puis Samir la dernière fois qu'on en parlait, ou si c'est juste tous les deux, Samir. Mais je me revois sortir d'un salon où j'avais été pour présenter l'institut, puis avoir une présence dans ce salon-là. Et en fait, j'étais vraiment claqué à la fin de la journée. Et juste à côté de l'emplacement du salon, il y avait une salle de cinéma, mais c'est genre le truc IMAX, énorme, machin et tout. Et il y avait un film que je voulais aller voir.
Et la salle que j'ai à côté de chez moi, elle est vachement plus petite que celle que là où j'étais. Et je me suis dit, bah, pour ce film-là, ça serait vachement cool et tout. Ah, ok, bah, le film est dans une demi-heure. Regarde, je vais aller vite choper un truc à manger, puis je vais aller me poser dans le cinéma. Et en fait, j'ai commencé à courir sur le parking. Et j'ai dit, mais pourquoi je cours, en fait? J'ai dit, en fait, je suis juste fatigué. Je viens de passer ma journée. C'est bon, c'est pas grave. Je regarderai le film à la maison, ou je le regarderai sur la télé, ou on s'en fout, en fait. Et donc, de savoir, tu sais, repousser le truc, parce que tu sais qu'à un moment donné, c'est pas c'est pas ce que t'as à faire, c'est pas ce qu'il faut mettre en place. Et du coup, bah, le nom de ta méthode qui est The Slow Method, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut appliquer dans plein d'autres choses et qui, en fait, peut nous rendre grandement service. C'est de ralentir. De dire, OK, on y va plus doucement. T'es pas obligé de. Et je vais terminer avec ça, mais on s'intéresse énormément avec Samir à l'entrepreneuriat de manière générale. Moi, j'accompagne les entrepreneurs depuis des années et tu vois, ça, c'est un des facteurs majeurs d'échec en entrepreneuriat. C'est de vouloir aller trop vite. C'est de vouloir, c'est de penser scalabilité avant même d'avoir tes premiers clients. C'est de te dire, faut que je mette un système automatisé pour gagner du fric alors que t'as pas fait une seule vente en personne, déjà aujourd'hui. C'est tout ce côté de vouloir aller trop vite et finalement de te cramer et de faire tout exploser en plein vol parce que, bah, t'as pas pris le temps. Ouais. Et du coup, ça s'applique aussi, comme dans le sport, à ça. Bref, voilà, j'ai fini. Ouais, mais ça c'est intéressant parce que du coup, bah en fait, sans t'en rendre compte, peut-être Morgane, tu appliques ces stratégies-là inconsciemment. C'est ce qu'on fait. En tout cas, on en parle souvent avec Julien, avec nos clients. C'est que nos clients, ils ont des facteurs clés de succès, souvent qu'ils ne connaissent pas, donc ils savent pas les utiliser de façon consciente. Ils les utilisent peut-être dans 2-3 domaines de leur vie et tout se passe bien pour eux. Mais si ils apprennent à généraliser ça, bah en fait ils peuvent success un peu partout en fait dans tous les domaines de leur vie. Et en fait bah toi cette méthode, cette slow méthode, bah peut-être que tu l'appliques aussi sur les réseaux sociaux pour bâtir ta communauté. Je crois que tu as plus de 150 non, ça c'est sur Instagram, tu as plus de 150 followers, certainement sur TikTok, d'autres choses. Et en fait tu appliques ça un peu partout dans tout ce que tu fais, de dire bah en fait ça prendra le temps que ça prendra. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, si tu prends les réseaux sociaux, qui vont abandonner la première année parce qu'ils vont se dire j'ai pas suffisamment de followers, tu vois. J'ai pas réussi à bâtir cette communauté. Alors que t'as cette patience, cette persévérance qui vient aussi de ta méthode. Je sais pas si ça a du sens ce que je raconte ou si ça te parle. Si. Alors, il y a un autre facteur, c'est que j'ai appris à ne pas avoir peur de faire des trucs nuls. Ouais. C'est-à-dire que c'est le truc qui m'a sorti un peu d'oser en fait proposer des choses que je considère être nulles. Et ça c'est je pense ça doit être dur pour beaucoup de gens de se dire putain c'est pas génial quand même, mais quand même d'oser le proposer. Alors il y a des gens qui sont un peu imbus d'eux-mêmes et qui pensent que tout ce qu'ils font c'est génial, mais moi c'est l'inverse, c'est-à-dire que j'ai toujours peur de proposer une idée ou même de poser une question. La première fois que ça m'a choqué, c'est quand parce que j'ai tenté le concours de médecine que j'ai raté, mais on était dans un TD et il y a un gars au fond de la classe qui pose une question qui paraissait bête, sa question. Et en fait, c'est le mec c'était le major de promo en fait à la fin. C'est-à-dire que tout le monde est là genre il a posé une question bête. Et en fait, ce qu'on dit à nos enfants, il n'y a pas de question bête, c'est là que j'ai fait ting, ok d'accord. En fait, s'il y a un truc qu'il comprend pas, il pose la question pour résoudre son problème. Et c'est pour ça qu'il est major de promo, parce que il enlève les obstacles qu'il a sur sa route au lieu de sans avoir peur en fait du jugement des autres. Et le fait de faire ça, c'est ce qui l'a amené à être la meilleure version de lui-même. Et en fait, c'est dur en fait de proposer des choses que t'as l'impression sont un peu médiocres, mais c'est comme ça que tu les améliores, parce que tu pourras jamais produire un truc qui est parfait, parce que en fait tu sais peut-être même pas d'une part ce qui est bien, et en plus où est ton talent. C'est-à-dire que peut-être que ce que tu considères être nul en fait c'est top. Bon, il y a des vidéos, je ne sais pas quelles vidéos vont fonctionner pour moi, et c'est pour ça qu'en fait c'est à ce moment-là, pendant la Covid, là justement, quand je produisais de manière en usinant en fait, parfois j'avais des idées, des bonnes idées, genre ça fonctionnait pas, puis après genre vas-y je fais cette vidéo là,
un truc où tu réponds à une question comme ça et ça part. Et en fait, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Il faut juste proposer. Et en fait, tu découvriras où est ton talent aussi, parce que c'est vrai que le monde peut te dire aussi, bah regarde, t'as un talent en fait là, mais tu le sais pas parce que t'as pas osé essayer non plus. Et je voulais juste revenir sur ce que t'as dit, Julien, là, qui je trouvais extrêmement intéressant. Et c'est ce que je remarque beaucoup, c'est que quand il y a un truc qu'on considère être pas bien, on a vu ça avec la psychologue sur les TCA aussi, c'est d'arriver en fait à prendre cet instant de recul par rapport à ce qui se passe. Comme t'as dit, genre pourquoi enfin tu vois, ce moment de recul, genre mais pourquoi je cours? C'est pas la peine, et en fait de se donner ce moment d'espace de réflexion. Et c'est vrai que je le fais pas quand je procrastine, de me dire pourquoi je procrastine. Je me pose pas la question souvent. Je me dis non, il faut t'es là, t'es un espèce de lutte interne, t'es là sur le canapé, genre si t'avais une caméra extérieure, tu te dirais mais qu'est-ce qui se passe, va aux toilettes, y a pas de souci. Mais en fait t'es en lutte avec toi-même et tu sais pas trop pourquoi. Et je pense que c'est intéressant que je fasse cet exercice de dire ok, là t'as ça à faire, tu ne le fais pas. Pourquoi tu ne le fais pas? Et en fait, ça paraît évident maintenant que je le dis, mais ce serait intéressant d'essayer de prendre le temps d'avoir ce moment de recul. Elle en parlait sur les TCA, sur les moments où les gens vont pour, je sais pas, engloutir une masse de trucs, de se dire pourquoi est-ce que j'en ai envie maintenant? Ouais. Qu'est-ce qui fait que dans mon cerveau il y a un truc qui d'essayer d'observer ses sentiments. Alors elle propose une demi-heure de latence, mais bon, parfois, enfin, voilà, mais juste, en fait, c'est, on dirait un outil intéressant, en fait, de prendre cette seconde de recul par rapport aux choses. Et je trouvais ça super intéressant. Bah, c'est chouette que tu remettes ça justement en lumière. Et oui, c'est une super stratégie. En fait, ça permet de faire deux choses. Ça permet de réintégrer finalement tes structures cognitives supérieures qui t'évitent en fait de te laisser embarquer dans ce que tu es en train de vivre, dans ce que tu es en train de ressentir. Donc tu revisites cognitivement l'information. Et puis nous on appelle ça les circuits longs, circuits courts. Enfin, c'est pas que nous, on l'appelle comme ça de manière générale, mais c'est de sortir du circuit court, il y a un ressenti, tac, j'ai une réaction qui ressort. Et finalement, t'as pas le mental qui est en jeu. Samir disait tout à l'heure la triade, émotion, pensée, comportement. En général, quand t'es en circuit court, c'est émotion, comportement, puis c'est tout. Et c'est seulement le mental où quand tu t'es enfilé ta boîte complète de Ben & Jerry ou ce que tu veux, bah là tu te dis oh merde, j'aurais peut-être pas dû, pourquoi j'ai fait ça, j'aurais dû m'y prendre avant. Et en fait, c'est le mental qui arrive en retard finalement. Et que, du coup, te donner ce petit recul là te permet, pas tout le temps, mais te permet de procrastiner justement efficacement. D'accord, bah voilà, là c'est une procrastination efficace. et tu disais un truc aussi qui est super important, je crois. Enfin, je crois. C'est super important. C'est que tu donnais cette image de je suis sur mon canapé en train d'être crispé, constipé, limite on te regarde de l'extérieur, on se dit bah va aux toilettes, ça ira mieux après. En fait, si t'es en mode combat comme ça intérieurement, parce que tu es censé passer à l'action, puis que tu l'as pas fait, puis que tu as encore procrastiné, etc. Si tu te rappelles que la procrastination, c'est une problématique, enfin, c'est un mécanisme de défense avant tout, qu'est-ce que tu crois que ton système, il va faire si tu le mets sous pression comme ça? En plus, il va encore plus se mettre en sécurité. Donc, il va encore plus procrastiner. Donc ça, c'est le serpent qui se mord la queue, là, c'est le cercle vicieux du ouais, je me tape dessus parce que je passe pas assez à l'action, faut que je me bouge. Ouais, mais plus tu te tapes dessus, moins tu te sens bien, donc moins tu passeras à l'action, moins tu bougeras. Puis tu sais, c'est le truc qui tourne en rond, quoi. Donc voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est cool, on est parti un peu partout. Tu sais, on a parlé un peu de bonheur, on a reparlé un peu de ça, on a reparlé un peu de trucs. Et c'est un peu nos podcasts parce que c'est un peu ce qu'on a fait justement avec les deux autres podcasts, Morgan, où on s'est juste rencontrés là, on a lancé l'enregistrement et puis on est parti sur plein de sujets différents, mais qui étaient tous liés. C'est ça qui était intéressant, c'est que ça restait cohérent du début jusqu'à la fin. C'est ça qui est drôle. Et moi, je reviens sur un dernier truc, Julien, parce que c'est vrai que j'avais posé tout à l'heure la question du pourquoi profond à Morgan. Et pourquoi je t'avais posé cette question? Parce que tu sais, j'ai carrément zappé, je suis parti sur autre chose. En fait, ce pourquoi profond, il vient répondre à tout un système. Il y a un système de valeurs. Il y a aussi nos forces qui découlent de nos valeurs et de nos besoins, tu vois. Et en fait, c'est ce qui fait
qu'on a l'énergie de se réveiller le matin pour faire ce qui est important pour nous en fait. Donc par exemple faire ce que tu fais, du coaching, du contenu sur internet, d'accompagner les gens, etc. Et en fait c'est un facteur qui est très en connexion avec le bonheur. Tu sais, c'est quand tu réponds à tout ça, généralement tu te sens en quelque sorte heureux parce que tu viens répondre à toutes ces choses-là qui sont importantes pour toi. Donc c'est pour ça que je t'avais posé la question. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des projets, tu sais, qui veulent se lancer dans des gros projets, etc., qui ont plein de convictions et tout ça, mais qui sont pas connectés à leur pourquoi profond. Tu sais, ils sont décalés parce que, en fait, ils font les choses pour la mauvaise chose. Par exemple, pour l'argent. Tiens, je vais faire ça pour l'argent. Le pour l'argent, là, ça fonctionne jamais. Tu vois. Généralement, l'argent, c'est quelque chose qui vient après. C'est d'abord, tu réponds à un besoin, tu réponds à quelque chose, tu réponds aussi à une quête de sens qui t'est propre. Et après, si tu fais bien les choses, généralement, la récompense, c'est que tu vas gagner potentiellement bien ta vie. Enfin, après, des fois ça marche un peu moins, mais techniquement, c'est ce qui va en découler parce que tu mets tellement d'énergie, tu fais tellement bien les choses que derrière, ça fonctionne. Et il y a beaucoup de gens qui font les choses dans l'autre sens. Tu vois, ils vont lancer un business, ils vont voir que ça peut rapporter beaucoup d'argent, ils vont peut-être oublier même parfois le pourquoi profond pour se concentrer sur l'argent, et c'est là que ça marche pas. Et d'ailleurs, Julien, je pars un peu dans tous les sens, mais il y a un truc, moi, que j'ai remarqué chez moi. Alors, c'est que si je fais les choses pour vendre, je ne vends pas. Ça marche pas. Si là, maintenant, je suis en galère d'argent et je me dis, bon, peut-être qu'il faudrait que j'ai un peu plus d'argent pour essayer de m'en sortir, etc., et que ma priorité va devenir l'argent, je sais à tous les coups que je ne vendrai pas, ça ne marche pas. Parce que je ne suis pas en fait, je suis pas connecté à mes forces. Je suis pas authentique, tu vois. Donc, au bout d'un moment, faut se recadrer et dire, non, en fait, arrête. Ok. T'es dans un mécanisme de défense. Tu cherches à répondre à une problématique, que tu vis là maintenant. Mais en fait, non, c'est pas comme ça que tu vas marcher. Reconnecte-toi à le pourquoi tu fais les choses. Et du coup, ce qui fonctionne, c'est d'aider les autres, de répondre à un besoin, de donner toute l'attention nécessaire à mon client, etc. Et c'est ça qui va faire que par la suite, en fait, je vais attirer des personnes, par exemple. En fait, ce besoin de cohérence, moi, je le comprends tout à fait, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand on essaie de draguer au début, tu sais, on essaie des méthodes, machin et tout, mais comme c'est pas en alignement avec qui on est, ça frotte. Enfin, tu sens que ce que tu dis, c'est pas dingue, donc ça crée pas d'attirance. Alors que, tu sais, une fois, dès que t'as une copine, tout d'un coup, les choses sont plus simples. Parce que tu sais, tu parles aux gens normalement, t'es drôle, t'es pas dans ta tête, t'es juste. Tu peux être au milieu d'une discussion normale, voilà, tu te lâches. tu fais ta petite ta petite blagounette habituelle, mais pour arriver à être en cohérence, faut aussi se comprendre un peu. Ça, c'était un exercice que je trouvais super intéressant aussi. Pendant 1 an, je m'étais dit, tiens, je vais lire un bouquin de développement personnel ou écouter un livre de développement personnel par semaine. Et en fait, du coup, j'ai fait mes 52 bouquins et donc plein d'outils, plein de trucs à essayer. Et l'un de mes trucs préférés, c'était un truc alors c'est Tony Robbins qui en parle. Anthony Robbins, pour ceux qui savent pas, c'est un mec de développement personnel, intéressant à lire. Pas tout apprendre, je pense, mais il y a des trucs intéressants dedans. Notamment, il disait que je crois que c'est Thomas Jefferson ou je sais plus, un président qui avait une hiérarchie de valeurs. Donc en fait, de savoir, de choisir 10 valeurs qui sont importantes pour toi, et en fait de les mettre dans l'ordre d'importance pour toi. Et ça a été un exercice super intéressant pour moi de savoir qu'est-ce que, genre, pour donner un exemple, pour ceux qui pourraient nous écouter, qui vont nous écouter, pardon, c'est est-ce que, je sais pas moi, le confort, le fun, la sécurité, est-ce que l'adrénaline, le besoin de risque, d'inconnu, enfin toutes ces choses-là. Et c'est intéressant de se dire, est-ce que je préfère avoir de l'adrénaline, mais dans une situation qui est pas qui est risquée? Non. Enfin, par exemple, quand on fait des montagnes russes, est-ce que c'est suffisant pour vous ou pas? Montagne russe, c'est risque c'est adrénaline sans risque, quasiment, enfin quasiment nul. Par contre, est-ce que le saut en parachute c'est le plus important pour vous? Et là, c'est inverse le truc. Genre ton adrénaline est plus importante que
Voilà, et de se poser ces questions-là et de voir dans quel ordre se font les choses. Et moi, je trouvais ça hyper intéressant quand j'étais bloqué sur certains trucs. Pourquoi est-ce que je vais pas dans cette direction-là? De me dire, ah bah oui, c'est parce que pour moi, mon confort est plus important que mon fun. Donc j'ai pas envie d'aller sortir là parce que machin. Et ce qui est intéressant à faire aussi, c'est de s'amuser à prendre la liste visuellement et d'échanger de trucs et de voir ce que ça fait à sa tête aussi, de se dire bah tiens si j'essayais de faire que le fun soit un peu plus présent dans ma vie pour essayer de réorienter les choses et de voir ce que ça peut faire pour ta map mentale de ah ouais et quand tu te retrouves face à des situations, c'est ultra intéressant de mieux comprendre comment t'es. Alors c'est pas parfait parce que bah c'est plus subtil que ça dans la vie, mais je trouve ça déjà cool comme outil à essayer de dégainer quand on se retrouve coincé dans des situations et de mieux comprendre comment son propre cerveau fonctionne. Ouais. Ouais, carrément. Ce qu'il dit Julien, ça me fait parce que il parlait de valeurs, mais il y a aussi les besoins et ce qu'il disait, ça ressemblait beaucoup à des besoins. Besoins identitaires. Ouais, c'est ça. Et quand tu parlais d'adrénaline, bah je pense à un braqueur français à un moment qui avait, je me rappelle, j'étais tombé sur un interview, il l'avait invité et en fait le mec, en fait à chaque fois il braque, il s'évade et puis il braque et puis il s'évade. En fait il s'arrête pas. C'est un truc comme ça. Et à un moment en fait il avait parlé d'être addict à l'adrénaline. En fait, il cherche, bah c'est ça, c'est le lien que tu disais avec est-ce que je vais répondre à ce besoin de façon positive ou de façon négative? Bah lui en fait, il passe par les braquages à chaque fois parce qu'il a un fort besoin d'adrénaline, alors qu'il pourrait très bien répondre à ce besoin-là de façon beaucoup plus positive avec des choses beaucoup plus saines et ne pas se mettre à chaque fois dans la merde, tu vois. Donc et ça c'est drôle et effectivement ça c'est le combo. Bah, je reviens à ce que je disais, mais il y a le combo besoin-valeur. C'est des points qui sont hyper importants et qui nous drive au quotidien. Julien, je te laisse parce que je t'ai coupé. Non, c'est ok, mais c'est tout à fait ça en fait. Ce que t'évoquais là, justement, c'était ces fameux besoins identitaires sur lesquels on travaille quasiment systématiquement avec nos clients de toute façon, et puis qu'on enseigne beaucoup aussi à l'institut. C'est ces hiérarchies de valeurs, de critères, de besoins qu'on va avoir en nous et qui sont très variables d'une personne à l'autre, et qui fait que bah toi tu vas faire des choix qui vont te motiver sous un angle spécifique, et que pour une autre personne bah en fait c'est pas transposable parce que c'est pas les mêmes critères qui s'appliquent, et que comprendre ses propres critères ça ouvre des portes, et ça permet aussi de peut-être comprendre pourquoi des fois t'as beau te mettre à fond sur un sujet, t'as beau te mettre à fond sur une activité et tu comprends pas pourquoi ça marche pas. Et en fait, quand tu remontes ta liste des critères, ben tu te rends compte que tu essayes de le faire avec des critères qui sont pas les tiens. Et qu'à partir du moment où tu refais les choses, alors soit tu changes tes critères, mais tu le changes en conscience, en disant bah en fait je fonctionne vachement à la sécurité, mais tant que je fonctionnerai à la sécurité, je pourrai pas obtenir ça parce que ça m'oblige à prendre des risques si je veux réussir. Donc là, tu revisites tes besoins. Soit tu te dis, bah en fait, j'essaie de le faire en répondant à des besoins qui sont pas à moi. Forcément, ça marche pas. Ça peut pas aller de l'avant. Et c'est ce que tu nommais, Samir, quand tu disais, bah moi, quand j'essaye de vendre quelque chose pour vendre, parce que il faut que je gagne de l'argent, bah ça marche pas. Ouais. C'est normal, parce que à ce moment-là, tu es dans des besoins de sécurité. Et quand tu repasses sur ton besoin de contribution ou de partage ou de soutien ou d'aide ou peu importe, bah là d'un seul coup ça vient à fonctionner parce que t'as ton système qui est aligné à nouveau, et du coup c'est hyper pertinent ce que tu nous partageais là, Morgane, justement. C'est cool. C'est là où tu sais, tu parlais de gens qui disent bon bah une fois que j'aurai ce nouveau-né, je serai heureux. Une fois que j'aurai 1 million d'euros, je serai heureux. Une fois que je machin. Et à mon avis, ce serait intéressant de voir par rapport à ses besoins et ses valeurs, est-ce que la direction dans laquelle je vais, ça va cocher ces cases? Parce que mon nouveau-né, à quoi ça va répondre en fait? Ça va répondre à la valorisation des autres par rapport à moi. Mais ça, le problème, c'est que bah une fois que ça s'arrête, enfin, tu vois, c'est dur de donner les clés de son bonheur aux autres, quoi. C'est un peu c'est un peu compliqué. Tiens, prends les clés de ma maison pour que j'y habite. Enfin, tu fais quoi? Pardon? Non, c'est pas dingue. Et oui, et aussi pour par rapport à ça, je me rends de plus en plus compte parce que bah du coup, comme les choses évoluent pour moi, ça avance et tout.
je me rends compte qu'il n'y a pas de fin en fait. C'est pas, faut pas que ce soit déprimant, mais je me rends compte que je vais jamais arriver. J'ai comme si j'avais toujours cette attente un peu de je vais arriver à une situation. Et en fait non, c'est en constante évolution. Et il faut que et je commence à en prendre conscience maintenant que faut pas que je me dise que je vais arriver quelque part. Parce que je suis pas malheureux dans la vie, hein, mais c'est juste que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui se disent une fois que, comme ce que tu dis, une fois que j'aurai ça, ça ira. Mais en fait non, il y aura toujours quelque chose, parce que quoi qu'on fasse, c'est comme une maison, genre quand tu redécores, à un moment donné, ce sera jamais parfait parce que ça va, un truc qui va se détériorer, il va falloir le machin, et c'est un constante évolution. Et je pense qu'il faut accepter que l'oscillation de la vie va faire que. Et je dis ça aussi pour moi là, pour me remettre ce message dans la tête que c'est cool d'avancer, d'avoir des projets, de faire des choses parce que justement on n'arrive jamais quelque part. C'est bien d'aller dans la direction et de pas Complètement. faut pas se dire que on va arriver quelque part. Et c'est bien, c'est cool, c'est l'aventure un peu. Ouais. Je dirais même plus, tu vois, que nos objectifs, c'est pas la finalité, mais c'est des stations par lesquelles on passe, tu vois. C'est genre, ok, je vais arriver là, mais c'est pas la destination finale. En fait, il y a encore beaucoup d'autres choses derrière. Et en fait, à chaque fois qu'on arrive à ces stations, c'est un peu comme si on montait une montagne, tu vois. Au plus tu montes, au plus tu vois des vallées, tu vois des choses que tu voyais pas avant, parce que t'avais pas gravi la montagne, en fait. Et c'est là que tu te rends compte que, punaise, ah ouais, il y a encore un autre sommet, puis encore un autre sommet, puis encore un autre sommet. Et ça s'arrête jamais. Et ça, c'est important de le garder à l'esprit parce que sinon, on n'est jamais heureux. Et on se dit, non, en fait, c'est parce que c'est comme tu dis, en fait, quand je vais y arriver, je vais être heureux. Mais quand tu vas y arriver, tu vas finir par te lasser aussi, hein, au bout d'un moment, parce que ça va devenir ta norme. Donc, au bout d'un moment, le système, il a besoin d'évolution, il a besoin de changement, il a besoin de voir que les choses évoluent parce que tout est en constante, en mouvement sur Terre, dans l'univers, etc. Et d'ailleurs, je dis souvent, Julien, que l'eau qui stagne, c'est une eau qui devient impure, en fait. Donc, le système, il a besoin de ce renouvellement-là. Et quand tu te dis tout le temps, quand je vais y arriver, je vais être heureux, tu vas y arriver, tu vas avoir de la désillusion au bout d'un moment et tu vas dire, mais qu'est-ce qui va pas avec moi? Alors que quand tu gardes cette ouverture c'est juste une station, là, au moins, tu peux avancer beaucoup plus efficacement et ça t'évite de passer par les grosses périodes de down, tu vois, punaise, de toute façon, c'est moi, je suis un bon à rien, je serai jamais heureux. Donc ouais, c'est bien ce que tu nous amènes là et je pense que ça va être hyper pertinent aussi pour les personnes qui nous écoutent. Alors du coup, c'est moi qui vais vous questionner. Vous pensez quoi du fait d'être, parce qu'il y a une espèce de recherche du bonheur, et moi j'y crois de moins en moins à ça, la recherche du bonheur. Tu vois, espèce de, alors je peux imaginer la projection vers un idéal. C'est bien d'aller dans la direction d'eux, mais de pas avoir cette impression qu'on va arriver à cette destination du bonheur et que c'est bien d'avoir des moments, de profiter des moments cool, mais de savoir que ça va être temporaire et que ça va, voilà, et pareil que les moments tristes sont temporaires aussi, dans la même triste ou difficile ou fatigant ou inconfortable ou machin. Et ouais, et je me rends de plus en plus compte que j'avais fait un post, l'un de mes premiers blogs, c'était ça, c'est le bonheur n'existe pas. Non, attends, c'était pas, c'était quoi, arrête d'essayer d'être heureux, un truc comme ça. L'idée, il faut arrêter d'essayer d'être heureux, pas dans le sens où soyez maussade et mélancolique tout le temps, mais juste arrêter de chercher ça parce que c'est un coup à se perdre. C'est comme vouloir les 1 million à 25 ans. Non, c'est pas un bon plan, je pense. C'est bien d'essayer je sais même pas quoi dire par rapport à ça. Parce que c'est bien d'essayer de se sentir, d'accomplir et de se sentir satisfait et de faire des choses qui nous plaisent aussi, de jongler entre ses hobbies et puis des choses qui ont du sens, des choses qui nous font plaisir, des choses qui ont du sens. Mais comment vous voyez les choses, vous, sur le bonheur, le fait d'être heureux, et comment on rend ça cohérent avec la vraie vie, quoi. Ouais. En fait, là, il vient de bousiller notre podcast La Systémique du Bonheur en nous expliquant que je rigole. Merci Morgane. C'est ça. Ouais, je voulais juste mettre mon pied dans le plat là. Allez, bim. Je pense que la question du bonheur, c'est aussi pour ça qu'on a fait ce podcast, tu vois. Parce que il y a plein d'injonctions qui nous viennent de notre éducation, de la société, etc. sur c'est quoi le bonheur, ce que ça devrait être.
Est-ce que c'est quelque chose de constant? Est-ce que c'est pas quelque chose qui évolue, etc. Mhm. Et du coup, en fait, notre image du bonheur, elle est totalement faussée. Et en fait, on part avec cette espèce de paradigme du bonheur, notre image du bonheur. On vit dans une espèce de bulle là. On pense que c'est ça. Et vu qu'on n'arrive pas à l'atteindre, ben on peut pas être heureux. C'est pas possible. C'est compliqué. Mais en réalité, être heureux, ça veut pas dire ne pas passer par des périodes de down. Ça veut pas dire ne pas être triste, ne pas expérimenter des difficultés, ne pas galérer, etc. En fait, c'est un tout au final, parce que ça fait partie du bonheur. Et d'ailleurs, ça me fait penser à cette espèce on en a parlé peut-être la dernière fois. Tu vois, une espèce un mec qui avait fait une expérience comme ça en direct où il avait placé une bille sur une pente et puis après il y avait une autre bille mais sur des espèces de vagues comme ça. Et en fait, la bille qui était sur des vagues, bah, elle allait beaucoup plus vite dans la vie. En fait, elle allait beaucoup plus rapide que celle qui descend, en fait. Et en fait, bah, c'est ça, c'est que les périodes de down sont importantes aussi pour le bonheur parce que c'est parce que on expérimente des moments difficiles à certains moments qu'on apprécie encore mieux les moments où tout va bien. Qu'on apprécie encore mieux parfois même ce qu'on a déjà. Parce que moi, ça m'arrive des fois d'être un peu triste et je me dis, mais pourquoi je suis triste? Regarde, j'ai plein de choses autour de moi qui, je veux dire, tu sais, je me reconnecte à l'essentiel et là, je me rends compte en fait de ce que j'ai en fait. Et le bonheur en fait, c'est propre à chacun. Je sais pas si je pars un peu dans tous les sens, mais je pense que le bonheur, c'est propre à chacun. Chercher à être heureux, c'est intéressant que tu as amené ce terme-là. Ça dépend ce qu'on met derrière le mot heureux en fait. Et d'ailleurs, toi qui nous écoutes et tu sais, toi Morgan, etc. Si je te posais la question, c'est quoi pour toi être heureux? Je me pose la même question à moi-même. Ben, en fait, on aura tous des définitions qui sont totalement différentes. Et c'est le fait de nous imposer une seule vision qui nous empêche d'être heureux. Moi, être heureux, c'est être avec ma famille, tu vois. C'est être avec les gens que j'aime, mes amis, de pouvoir contribuer. C'est ça pour moi être heureux. Demain, tu peux me donner tu sais, un milliard de dollars, je peux être à la place de Crésus ou quoi. J'en ai rien à faire, en fait. J'ai pas besoin de cet argent. J'ai pas l'essentiel, tu vois. Je suis parti un peu loin. Non, mais c'est très Pas du tout. Pour parler un peu tu sais, des vagues là, enfin, tu sais, du fait que tu vas plus vite quand t'as des périodes de down. Je trouve ça intéressant dans le sens où, tu sais, c'est comme quand tu fais un mouvement en sport et que t'as un inconfort ou une douleur. En fait, la douleur, ça n'existe pas. Enfin, en vrai. C'est-à-dire que c'est un signal de ton corps pour dire il y a un truc qui va pas. Mais c'est-à-dire que c'est un mécanisme de ton corps qui te fait comprendre un truc. Et donc le fait de pas être bien ou de pas se sentir bien, je pense que c'est un signal qu'il y a un truc qui va pas. Ça paraît logique, hein. Mais c'est vrai que ces périodes-là, ça permet de pouvoir réorienter un peu sa vie, ses choix et tout. Et c'est vrai que faut être à l'écoute de ça et peut-être pas juste le subir, un peu comme la procrastination que tu disais tout à l'heure là. C'est ça aussi, c'est faut prendre un moment de recul et dire ok, attends, pourquoi est-ce que je procrastine? Pourquoi est-ce que je me sens pas bien? Qu'est-ce qui fait que je suis pas bien en ce moment? Et ouais. Et cette idée de prendre du recul quand les choses vont pas, c'est cool. Enfin, j'aime bien cette idée en ce moment. Il faut que je creuse un peu ce truc-là, quoi. C'est intéressant de voir ça. Bah, c'est chouette et tu vois peut-être ce que j'aurais envie de rajouter de mon côté par rapport à ça, et ça vient vraiment d'une claque que j'ai pris quand j'ai fait mes études et quand on est arrivé sur justement la question, je vais le faire en très simple, mais sur la question des perceptions sensorielles et du rapport à la ligne du temps, à la ligne temporelle. Et moi, il y a un truc qui m'a vraiment marqué, en fait, dans ce qui ressortait de ces cours, c'est que le seul moment qui existe pour de vrai, c'est celui que tu es en train de vivre à l'instant. Et que la ligne temporelle, elle existe seulement pour les êtres humains, elle n'existe pas pour les autres espèces. Parce qu'en fait, c'est une construction. T'as pas de passé, t'as pas de futur. T'as juste ce que t'es en train de vivre maintenant. Et du coup, pour, tu sais, rebondir aussi sur cette phrase du ouais, quand j'aurai ça, je serai heureux. Ben, en fait, non. Ce qui va te permettre d'être heureux, c'est l'accumulation de tous les moments que tu seras autorisé à vivre dans l'instant, que tu vas garder en stock et qui vont te servir. En fait, tu vas avoir un bassin sur ta ligne temporelle dans ton passé qui va te servir à te montrer que, ben, en fait, il y a plein de trucs bien qui se sont passés. Mais que c'est toute cette accumulation de trucs bien qui se sont passés que
qui font que bah aujourd'hui, non seulement ce que tu vis à l'instant, ça a du sens parce que tu vas avec un truc qui est profondément ancré en toi. Tu sais, t'as une vision, t'as une mission, t'as un pourquoi profond qui te guide, t'as tout ce qui s'est passé avant qui te nourrit, plus ce que tu es en train de vivre dans l'expérience. Et tu sais, il y a cette citation qui dit que le plus important, c'est pas la destination, c'est le chemin. Mais en fait, c'est aussi ça, c'est ce truc-là, c'est de te dire que tu peux espérer toute ta vie que ça sera mieux quand tu auras telle ou telle chose, ou tu peux prendre conscience que le seul moyen d'être heureux, c'est profiter de ce que tu as maintenant et du chemin que tu es en train de prendre. Grosso modo. Ouais. Et c'est vrai que ça m'avait foutu une sacrée claque, en fait, en cours, quand on avait vu ça, parce que ça a vraiment fait tilt en mode, mais en fait, le seul truc qui existe, c'est juste ce qui se passe maintenant. Puis ça, c'est temporaire. Puis comme tu le dis, Samir, des fois c'est bien, des fois c'est moins bien, mais tout est temporaire. Du coup, avec quoi je nourris ma mémoire, sur quoi je mets mon focus le plus souvent, et surtout, est-ce que je suis en train de me faire des illusions sur « Ah, ça va être mieux quand je serai là-bas ». Tu sais, il y a... Pour une autre claque, moi, je voulais venir vivre au Canada depuis l'âge de 5 ans. Donc, ça remonte à très, 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 très loin. Et ça, entre mes 5 ans et le moment où j'ai décidé de partir, il y en a des années qui sont écoulées entre les deux. Et tu te dis, bah, ok, ça va être cool quand je vais être là-bas, ça va être trop bien, ça va être trop chouette, ça fait trop longtemps que je veux y aller. Et quand je suis arrivé, bah, c'était génial, j'étais super content. Et il y a eu le moment de down parce que, bah, j'ai une amie qui a eu grande gentillesse de m'accueillir pendant 2 semaines, le temps que j'arrive, que je me trouve un logement, etc. Et je me suis retrouvé dans mon logement. Et je pense, au bout d'un mois, je me suis retrouvé tout seul dans mon logement, en mode, qu'est-ce que je fous là? Je suis parti, j'ai tout laissé derrière, qu'est-ce que je fous là? Je connais personne. Je connais personne, j'ai pas d'activités qui sont activées, j'ai pas de réseau qui est activé, j'ai rien du tout, je suis tout seul comme un con, qu'est-ce que je fous là? Et du coup, c'est qu'est-ce que je fais? Je reprends mes bagages, je m'en vais, et puis ciao, bye? Ou est-ce que je prends conscience que, bah, regarde, c'est juste que t'es en train de vivre un méga changement, là. T'es loin de tout le monde, tu connais personne, t'as tout quitté. Fait que donne-toi peut-être un peu de temps, là. Laisse-toi quelques semaines pour voir si ça va aller mieux. Et bon, de toute façon, après, ça a été mieux, sinon je serais pas là quasiment 10 ans après. Mais c'est vraiment dire que c'est ce que tu vis sur l'instant qui est le plus important. C'est ça qui compte. Et le sens que tu donnes à ce que tu vis en ce moment. Ça aussi, c'est super important. Ouais. Bref, voilà, c'était le petit partage. Ah, mais c'est fou en fait. Je décris pas de texto, je prends juste des notes parfois pour de ce que Ah ouais, pas de ça, souci. de ce que vous dites. Et c'est marrant parce que je crois que c'est Alex Hormozy, je sais pas si vous voyez qui c'est aussi lui. Il est un peu sur les réseaux là avec ses gros bras machin et tout. Et lui il dit ce que tu vis aujourd'hui c'était ton rêve d'avant. Et c'est marrant des fois d'oublier que genre la situation dans laquelle on est aujourd'hui, souvent c'est bah le fruit tu sais, d'un rêve que tu avais avant. Et donc là t'es en train de vivre ton rêve, tu sais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et c'est marrant des fois quand ça va pas, ce serait bien d'arriver à prendre un peu de recul par rapport à ça et de se dire bah attends, mais en fait ça va là, c'est cool. J'avais lu un bouquin de Eckhart Tolle, je sais pas si vous voyez, ouais. le moment présent, pouvoir du moment présent là. Et à un moment donné, j'étais assez fan de ça, d'être là, de me poser, d'essayer de vraiment vivre les trucs. Et je m'en resserre un peu de ça de temps en temps, où genre tu sais, j'ai un peu la tête comme ça et genre je fais bon bah en fait là ça va en vrai. C'est-à-dire que là tout de suite ça va, tu respires normalement. T'as pas trop faim ou t'as faim ou machin et t'es dans le moment. Alors j'étais allé un peu loin à un moment donné où genre tout ce que je faisais c'était vivre donc en fait je faisais rien comme lui là, tu sais, il est resté sur un banc pendant 7 ans. Ça fait un peu un peu le mec qui mangeait un repas par jour qui glanait et puis il était sur le banc genre je suis trop heureux et tout. Mais ouais, donc à un moment donné je me mettais un moment enfin c'est trop là. Et oui. Et à ce moment-là, je commençais à un peu trop me déconnecter de tout. Enfin, il y avait pas assez c'était trop neutre justement. La vie était un peu trop plate. C'était genre ouais bah tout est quoi. Il y a pas de jugement dessus. Et en fait, c'est bien d'avoir un peu de jugement de ah ça me rend très heureux ou ça me rend un peu triste. Et c'est cool en fait d'avoir ces variations aussi. Quand tu essaies d'être trop neutre. J'ai pas eu beaucoup de périodes difficiles, mais les plus difficiles c'est quand c'est pas quand on est triste ou quand on a mal, c'est plus quand tout est vide.
et neutre. C'est là où c'est le pire en fait, je trouve. Enfin, je sais pas si vous avez eu des périodes un peu de grosses difficultés comme ça mentales, mais et c'est le seul moment où j'ai eu un peu peur pour moi. C'est pas arrivé c'est très courte période, je saurais même pas vous dire quand, mais je m'étais dit ah oui, c'est ça en fait le problème, c'est en fait le problème c'est de pas ressentir, c'est pas d'être mal, c'est de pas ressentir, je pense, des choses. Et oui, je voulais dire ça par rapport au rêve, parce qu'en entraînement c'est la même chose, c'est-à-dire que des fois on a quelle séance nulle. Et en fait, tu te dis, attends, mais la barre que tu pousses là, c'était ton max il y a 5 ans, ou il y a 8 ans, ou machin. Il y avait un mec pendant mes études de STAPS, il courait le marathon en 2,45. Et nous, on était là genre, tu cours le marathon en 2,45, waouh, moi, je l'ai fait en 5 heures. Et il fait, t'as couru 5 heures? et en fait, c'était super intéressant comme remarque, c'est-à-dire que lui, l'idée de courir 5 heures, c'était genre juste impensable. Et lui, en fait, presque, il courait vite pour éviter d'avoir à courir longtemps. Enfin, c'était assez curieux. Et donc, c'était marrant de voir comment dire, il y a des mimes comme ça, un peu, tu sais, de gens qui disent, espèce de truc circulaire où il y a une personne qui dit, j'aime bien ses cheveux longs, j'aime bien sa voiture, j'aimerais bien ça. Et en fait, ça revient en boucle avec ce qu'ont les autres, en fait. C'est regarder ce que les autres ont, parfois c'est ce que eux veulent, et eux ils veulent chez toi d'autres choses. Je suis parti en vrille aussi là, je suis parti dans c'est correct, différentes temporelles. Je suis désolé si j'ai pareil, perdu donc... des gens qui nous écoutent, mais voilà, je trouvais ça juste intéressant de dire que faut arriver à prendre du recul par rapport à ce qui se passe pour soi sur le moment présent. Souvent ça fait du bien. Alors, j'aime bien ce que tu dis là, parce que c'est vrai que tu vois, celui qui court 2 heures, enfin celui qui courait même 1h30 ou quelque chose comme ça, bah, peut-être que pour lui courir 5 heures c'est un enfer, et ce serait un succès de malade. Alors que toi qui as réussi à courir 5 heures, t'es là, tu dis c'est nul, etc. Alors que non, t'as tenu 5 heures. Imagine le truc en fait. Tu sais, c'est pas le même effort. C'est sûr que c'est pas le même effort, et c'est juste que c'est pas le même objectif. Tu vois, courir 5 heures, c'est quand même, tu sais, c'est un effort de ouf en fait. Tu vois, t'es peut-être pas arrivé premier, mais t'as couru 5 heures quoi. T'as couru 5 heures. Et parfois, c'est le marathonien qui va regarder le sprinter en se disant putain, qu'est-ce qui court vite, j'aimerais pouvoir courir aussi vite. Et le mec qui court super vite qui dit non mais moi je peux pas tenir une demi-heure comme toi là, ça marche pas. Comme il disait, exact. Et c'est ça en fait, des fois c'est bien de recontextualiser et juste de shut down là, de faire taire aussi sa voix intérieure, et puis de dire ok, mais est-ce que réellement, tu vois, de se reconcentrer en fait sur l'essentiel et de se rendre compte que non, toi aussi t'as fait quelque chose d'exceptionnel, et c'est très bien en fait, tu peux en être fier. Donc ouais, non, ça c'est super intéressant. Je sais plus sur quoi tu parlais d'un truc et puis j'allais rebondir, et puis finalement c'est parti, c'est pas grave, c'est correct. En tout cas, ouais, belle philosophie. Et tu vois, c'est là aussi, Julien, que tu te rends compte que, regarde, peu importe la voie que tu entreprends ou que tu prends, en fait, tu peux avoir les mêmes prises de conscience. Au final, regarde, au travers du sport, en fait, il va chercher tout. Enfin, il y a plein d'éléments qui sont, il y a plein d'éléments aussi qu'on enseigne, etc., différemment, ou on aseptise parce que c'est pas dans le domaine du sport. Donc après, que les gens peuvent réutiliser. Mais toi, déjà, en fait, dans le domaine du sport, t'as plein d'éléments comme ça qui viennent et qui ressemblent à, mot pour mot à ce qu'on enseigne et à ce qu'on fait, quoi. Donc c'est Miyamoto Musashi, ça. Je sais pas si vous avez lu alors il y a 2 bouquins. Il y a La pierre et le sabre. Je sais pas si ça vous dit un truc. Ouais, de Eiji Yoshikawa, qui est en gros la vie romancée de Miyamoto Musashi, qui est le samouraï le plus connu du Japon. Et ensuite, il y a le livre que lui-même a écrit, qui s'appelle Le Traité des 5 roues. Et en fait, il dit que connaître une chose, c'est connaître toutes les choses. Et en fait, il explique, en fait, donc dans le bouquin, en fait, c'est un mec qui a une force surhumaine depuis qu'il est jeune. Et en fait, il passe tout un arc à défoncer la gueule à tout le monde, mais mal. C'est-à-dire que, et ensuite, il se fait avoir par un moine qui l'enferme en gros dans une bibliothèque pendant, je sais pas, c'est 5 ou 6 ans. Du coup, le mec, il fait que lire pendant 5 ou 6 ans. Et il ressort de là un peu en mode philosophe. Et en fait, il redécouvre, il repart en quête de sens. Et à travers le sabre, en fait,
il découvre la vie. Et en fait, du coup, une fois qu'il est devenu maître en sabre, il commence à s'intéresser à d'autres trucs, il commence à peindre. Et en fait, il va voir des gens de la peinture, ils font mais vous peignez super bien, parce qu'en fait, il comprend à travers l'art du sabre, il comprend la peinture. Et après, il se met à faire de la sculpture et le mec de sculpture, il fait waouh, mais et du coup, il a une philosophie de si tu sais faire un truc bien, en fait, tu peux transposer. Parce qu'en fait, les mécanismes sous-jacents s'entrecroisent en général sur quasiment tout. Il y a toujours des pierres angulaires sur lesquelles on se repose pour j'aime pas trop le mot réussite, mais pour exécuter les choses et faire les choses, et qu'en général, tu peux utiliser ces éléments-là pour un petit peu tout. C'est pour ça qu'en général, tu sais, t'as les entrepreneurs qui sont généralement des super bons sportifs, ou inversement, les sportifs qui viennent dans le monde de l'entrepreneuriat, qui arrivent à amener des choses, ou qui comment tu fais pour être pour faire de la guitare, du sport, du machin, bah en fait tu appliques les mêmes méthodes. Par exemple, la guitare, c'est pareil, c'est pas une séance de 4 heures de guitare le dimanche qui va faire que vous allez être meilleur. C'est vous prenez votre guitare 5 minutes tous les jours, et on construit. T'apprends un accord, tu le travailles 5 minutes, tu laisses, et après le lendemain tu retravailles le même accord et tu le fais mieux déjà, et parce que tu laisses les choses se faire. Bah c'est un peu pareil pour le sport. C'est pas des grosses actions. Je sais pas si c'est pareil pour vous en coaching, en psychologie. Ben c'est assez marrant, tu vois, parce que il y a un élément qu'on met beaucoup en avant, que ce soit avec nos clients ou dans les cours, c'est tout ce que tu fais d'une certaine façon, tu fais tout le reste pareil. Et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, tu sais, souvent on a des clientes avec qui on travaille, qui sont en mode, je veux révolutionner tel truc, je veux changer tel truc, et en fait, on n'est pas là pour les freiner, bien évidemment, mais on est plus là pour dire, regarde, t'as peut-être pas besoin de tout révolutionner. T'as peut-être besoin de changer un élément. Et c'est pour ça qu'on adore faire ce qu'on appelle de la modélisation, c'est-à-dire enlever tout le bruit qu'il y a autour et regarder comment une personne fonctionne dans un cadre. Et ensuite de dire, regarde, dans ce mode de fonctionnement-là, il y a des choses qui sont pas optimales et voilà ce qu'il va falloir changer. Et dans d'autres, c'est, regarde là ce que tu arrives à faire, voilà par où tu passes, voilà ce que tu mets en place, reproduis ça. Et c'est vraiment ce côté de tout ce que tu fais dans un domaine de ta vie d'une certaine façon, de manière habituelle, tu fais tout le reste pareil. Et tu peux le transposer dans tous les domaines de ta vie. Fait que limite, tu regardes quelqu'un et tu dis, ok, si tu as cette difficulté-là sur ce sujet-là, je peux faire le pari que tu rencontres la même difficulté dans tel domaine. Et là, c'est comme, ouais, j'y avais jamais pensé. Oui, parce qu'en fait, c'est un automatisme. C'est le raccourci que ton système prend pour fonctionner. Du coup, ce que t'amènes, ça fait beaucoup écho. Quand t'as donné cette phrase quand tu comprends un truc, t'as tout compris, c'est exactement ça. C'est comment est-ce que les toutes petites choses qui nous animent dans notre quotidien conditionnent en fait tous les résultats qu'on a dans notre vie, et qu'on peut jouer sur ces toutes petites choses et qu'on n'a pas besoin d'avoir un truc révolutionnaire pour que ça fonctionne. Ouais. Donc c'est ça que ça me fait venir, en tout cas. Ça c'est vraiment le truc à comprendre. Ouais, ça me fait penser, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à citation soufie qui disait en fait, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. En fait. Donc c'est pareil, donc tu passes par toi et puis après en fait tu t'ouvres à ce qu'il y a ailleurs, et au final c'est la même philosophie au final, Julien, parce que c'est ça, c'est tu excelles dans un domaine, on va regarder la recette, et en fait cette recette, une fois que tu la connais, tu peux la dupliquer partout, en fait, partout ailleurs. Ça, je m'en servirais avec mes clients, je leur dirais vous voyez ce que vous faites en machin, c'est ce qu'il faut faire là. Donc un peu d'étirement tous les jours, sinon vous n'arriverez pas à faire votre squat. Ouais, c'est marrant parce que maintenant que tu te dis, c'est vrai que Gandhi il dit la même chose, soit le changement que tu veux être dans le monde, soit c'est assez intéressant de voir que ça se recroise aussi, quoi. J'avais mon cousin, il avait un livre, c'était le livre des clichés. Et en fait, c'était tous les clichés, les phrases clichés qui existent. Et plus jeune, tu sais, tu les rembarres, mais c'est en réfléchissant aux phrases, tu sais, l'argent ne fait pas le bonheur, toutes ces choses-là. Et en fait, ce serait bien de les revisiter, tous ces clichés, pour essayer d'en extraire un peu du jus là, du concentré pour mieux vivre.
Bah ouais, parce que quelque part, c'est les... Tu sais, t'en arrives pas, en fait, à avoir des phrases comme ça qui s'ancrent génération après génération, juste parce que c'est une expression, en fait. Toutes les expressions qui tournent comme ça, elles ont une vérité, elles ont un enseignement. Après, est-ce qu'on est prêt à les entendre? Oh, c'est autre chose. Ouais, Des fois, on a besoin de temps avant que ça mature. Et c'est marrant, je sais pas si vous faites ça, mais de vous rappeler des conseils qu'on vous donnait plus petit ou plus jeune, et de vous dire aujourd'hui, pourquoi t'as pas suivi ce conseil? T'es bête ou quoi? Et je pense que ça va être pareil avec les gamins, tu sais, de se dire, mais si c'est ça, moi j'ai vécu la même chose que toi. Et tu sais, le gamin, il raconte n'importe quoi, et de voir le cycle de la vie se répéter et tout. Et parfois, tu sais, t'as un gamin qui écoute, et tu sais, qui fait, je vais écouter la vie de papa ou de maman ou de trucs, et que en fait après sa vie se passe beaucoup mieux parce que lui il a su écouter. C'est compliqué à voir, quoi. Mais bon, Ouais, ça s'appelle la vieillesse, tout ça. C'est quand tu commences à te poser ces questions-là et répéter les mêmes conseils que t'as entendus quand t'étais jeune, là, c'est... Ouais. Il m'a fallu 40 ans pour comprendre ça, voilà. Après, moi, je sens que ça va pas tarder. Tu comprendras quand tu vas grandir. Ça, ma fille, là, là, je saurais vraiment que j'ai atteint un palier encore. Tu verras quand t'auras mon âge. C'est ça. Enfin bon, c'est chaud, quoi. C'est quand même... C'est vraiment drôle, quand même. C'est comme physiquement, j'ai cru que j'allais être le même de mes 18 ans. Et là, je commence à voir... je récupère pas pareil quand même. Faut que je m'assouplisse plus quand même. Finalement, ouais, finalement, en fait, c'est un peu difficile. Tiens, mon genou commence à me faire mal, mais j'ai jamais eu mal au genou. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est facile. J'ai mal au talon quand je me lève le matin. C'est bizarre. Ouais, c'est compliqué, ouais. C'est drôle. Et juste, tu sais, peut-être je vais rajouter cette chose-là, mais tu sais, j'ai pratiqué la capoeira à une époque. J'ai pratiqué beaucoup de sports de combat, le karaté, capoeira et taekwondo. Taekwondo, c'est le truc où vraiment je suis pas allé jusqu'au bout parce que quand t'arrives à la ceinture noire, c'est le moment où tout commence. Donc j'ai encore beaucoup d'apprentissage, vraiment. C'est comme le samouraï au final. Tu vois, c'est que il s'est rendu compte qu'il y avait encore plein de choses à apprendre. Donc du coup, il redécouvre. Tu sais, on enlève nos tics, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on a mal appris, qu'on a trop répété. Donc en fait, tu refais tout. Et mais dans la capoeira, il y avait un maître de capoeira du Brésil. Et en fait, tu sais, je l'observais et je me disais waouh, le mec c'est que au plus tu grandis, au plus tu vieillis, au plus tout change. En fait, ta pratique, elle change. C'est pas que il y a des choses que tu fais moins, mais il y a des choses sur lesquelles tu vas te concentrer et tu vas les parfaire, les améliorer. Et tu sais, quand je le voyais faire, lui, il faisait pas d'acrobatie, il faisait pas certaines choses, mais en fait, chacun de ces mouvements, t'avais l'impression qu'il était minutieusement calculé. Tu sais, t'avais l'impression de regarder de l'art, en fait. Alors que quand tu regardes des jeunes, ils sont là, ils font des acrobaties, c'est beau, tu vois, c'est spectaculaire. Mais tu te rends compte qu'en fait, sa pratique de la capoeira, elle s'est assagie avec le temps et que, certes, c'est pas la même chose que si tu regardais un jeune qui faisait des acrobaties, mais c'était malgré tout aussi beau, voire même encore beaucoup plus beau, tu vois. Même si c'était des choses qui restaient très au sol. Tu sais, chaque mouvement était gracieux et tout. Et en fait, ce que tu dis là, on vieillit, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on peut plus faire ou qu'on peut moins bien faire ou alors qu'on doit se réadapter. En fait, c'est pas moins bien, mais c'est peut-être juste quelque chose qui va être affiné et qui va, tu sais, comme bon, je bois pas de vin, mais en fait, c'est comme souvent on dit cette phrase là, un vieux vin est meilleur. Je sais pas c'est quoi. Le vin s'affine avec le temps, tout du genre. Ouais, c'est ça, effectivement. Ouais. C'est ça. Et au plus on va grandir, au plus on va affiner en fait notre façon de faire, notre pratique de l'entrepreneuriat, notre pratique du sport, notre pratique de la course à pied, etc. Et il y a rien qui est moins bien, moins bon. En fait, c'est juste que ça évolue et ça s'améliore. Non, mais en fait, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que la pratique des bases, de manière excellente, c'est le secret en fait, de faire les choses basiques bien. Donc, je sais pas, faire tes gammes de squat, faire ta zone 2, tu vois. C'est pas le truc le plus drôle de courir longtemps à basse intensité. C'est pas ce qu'il y a de plus spectaculaire, c'est pas ce qu'il y a de plus, voilà, faire tes étirements. C'est pas le plus stimulant, c'est clair. Voilà, manger des fruits et des légumes. En fait, faire les bases bien tout le temps. Dormir plus.
Tu sais, Ouais. alors que des gens veulent. Alors du coup, le matin, il faut un demi-citron, puis 5 grammes de créatine mélangé à voilà tant de machin. En fait, si tu dors bien, bah tout ça enfin, l'outil le plus puissant, c'est ton sommeil. En fait, je pense que je crois que j'ai fait ça une fois. J'ai résumé tout ce qu'il fallait faire en 30 secondes dans une vidéo. Et voilà, et tu fais ça. Et Dors bien, puis on est bon. voilà, dors bien, tu manges des produits animaliers, des fruits, des légumes et des féculents, et rien de tout ça ne devrait être dans un paquet. Ça devrait être sur un étalage et ça vient directement de la nature. Mmh. Et voilà. Et après, tu t'entraînes progressivement, de plus en plus difficilement, en respectant 75-80% de tes capacités. Et tu te laisses une marge de manœuvre et tu progresses de semaine en semaine. Voilà. Et c'est nul. Enfin, c'est pas sexy, c'est pas instagrammable, c'est pas machin. Mais j'imagine qu'en coaching ou en psycho, c'est pareil. Vous devez avoir des règles assez simples à suivre en fait pour une bonne santé mentale. Et après, il y a tous des trucs pour corriger, mais je suppose que les règles de base sont... Ouais, bah, il y a des piliers, effectivement, qui sont super importants à prendre en compte. Et ensuite, une fois que tu as ces piliers-là, c'est plus facile d'avancer sur d'autres choses. Mais tout le monde est pas prêt à l'entendre et surtout à l'appliquer. C'est ça aussi. Parce que y en a qui vont pas être encore au stade de je comprends qu'il va me falloir du temps, je comprends qu'il faut que je mette mon attention sur tel et tel point, et qui veulent le truc facile, le truc rapide, le truc qui va faire que tu sais, bah attends, je vais m'acheter 3 pilules et puis ça va aller mieux grâce à ça. Ouais. Ça peut t'aider à avancer à un moment donné, mais s'il y a pas le système derrière pour soutenir ça, ça va être pas mal plus compliqué. Et, je refais le lien avec le plaisir différé. Tu vois, quand je me suis mis là à courir, parce que moi je courais toujours à fond, quand je me suis mis là à essayer de ralentir, mais comme je l'ai dit à Julien la semaine passée, et j'ai refait une session cette semaine en basse intensité, c'est une horreur. C'est comme tu dis, tu prends pas de plaisir en fait. T'es là, t'as l'impression de marcher, t'as l'impression que les gens à côté, tu vas être en train de courir et tu vas voir une personne en chaise roulante qui va tout doucement là, qui te dépasse. Et t'es là, tu dis non, mais c'est pas possible, ça va trop lentement et tout. Mais en fait, ça amène sur le coup, ça n'amène pas de plaisir. C'est pas comme tu dis sexy, mais sur le long terme, ça va te donner une grosse satisfaction parce que c'est là où tu progresses encore une fois. Et c'est là aussi que, en fait, moi, je dis souvent à mes clients, ça sert à rien de créer des révolutions. Vas-y pas par pas, doucement. Les révolutions, ça ne marche pas. Déjà, ça peut exister, mais c'est jamais durable aussi. Si tu ne bâtis pas, en fait, ton succès sur le long terme, c'est quelque chose qui va, il va se passer un truc de ouf, demain il va s'écrouler comme un château de cartes en fait. Donc c'est ça aussi le truc, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a un process, et ça on l'oublie beaucoup parce que on est à l'époque d'Amazon Prime, on est à l'époque des réseaux sociaux où en fait on a du plaisir immédiat comme ça tout de suite en scrollant. On a tout de suite. On a fait un podcast sur la pornographie, c'est la même chose. Quelqu'un a un besoin, il va regarder une vidéo de 10 minutes, hop c'est bon, il a son shot de dopamine mais qui est très très court et qui derrière va amener aussi une image de soi qui est généralement dégradante parce que c'est pas le truc qui donne envie de te dire oh tu sais je suis au top quoi. Ah, bravo. Bravo, tu vois. Je suis fier de moi aujourd'hui 4 fois. 4 fois, pouf. Damn. Exactement, ouais, tu je vois ce que tu veux dire, ouais. En fait, on est dans une société de la gratification rapide et en fait, on a perdu de vue le fait d'apprécier le process en fait. Tu vois, et encore une fois, on revient à l'instant présent, Julien. J'ai l'impression d'être une abeille, tu vois, je pars dans tous les sens. Non, mais c'est très bien, c'est comme ça que ça se fait. Fait que, Morgane, peut-être, est-ce que tu pourrais, c'est ça, nous dire un peu plus, c'est ton positionnement que tu fais exactement, comment est-ce que tu accompagnes pour que les auditeurs, auditrices puissent aussi te retrouver. On va mettre tes liens, on va mettre tes informations dans la description du podcast pour qu'on puisse se retrouver facilement sur les réseaux. Est-ce que tu saurais nous en dire un petit peu plus sur qui est Morgane, ce qu'il fait exactement, qui est-ce qu'il accompagne, c'est quoi sa mission? Alors, donc là pour l'instant mes coachings en personne,
en réel. Je suis booké. Et c'est une activité que je vais toujours maintenir parce que pour moi, c'est important de garder les mains dans le cambouis, quoi. D'être là et d'accompagner les gens en réel et de continuer à les voir en vrai. C'est quelque chose que je lâcherai pas parce que du coup, je risque que je vais commencer à trop enfin que ça va être trop abstrait, je pense, au bout d'un moment pour moi. Donc il y a cette partie-là, il y a une partie accompagnement en ligne, donc c'est-à-dire que je fais des programmes et il y a un suivi toutes les semaines avec certaines personnes. C'est une deuxième activité à côté. Ça, il doit me rester quelques places, je pense. Donc ça, c'est du coaching en ligne, donc c'est pas une vidéo comme ça où je fais où vous faites la séance et on la fait. C'est vraiment des plans et on se parle via texte. Voilà, un plan, donc c'est des suivis mensuels. Puis selon les objectifs que vous avez, il y a ça. Ensuite, il y a des programmes d'entraînement qui sont déjà faits, qui sont sur mon site web, www.theslowmethod.fr. Et ensuite, il y a cette nouvelle application qu'on a sortie avec Bananamo, qui s'appelle le Reveal Club, à ne pas confondre avec l'autre application qui s'appelle Reveal Club. Donc, voilà. Et donc, il faut passer par le questionnaire sur le site web. L'application fonctionne à 100%. Il faudra cliquer sur mes réseaux sociaux ou ceux de Bananamo ou directement sur reveal.club sur le web. Il faut remplir le questionnaire qui est assez exhaustif. Il y a 42 questions, je crois, 45. Pour essayer d'avoir un panel assez complet du profil de la personne pour essayer de proposer pour que l'application s'ajuste au maximum au plus proche du profil de la personne. Et dans cette application, il y a un programme adapté à son niveau, à son matériel, progressif. Les programmes, c'est des cycles de 12 semaines et ensuite ça évolue sur les niveaux supérieurs. Dedans, il y a également le calcul du métabolisme de base, une calorie à manger, avec plein de recettes qu'on vous a mises, toutes ajustées aux macronutriments nécessaires, des vidéos, des explications, etc. Et vous pouvez cliquer et rajouter ça dans votre calorie tracker qui est inclus. Un compteur de pas pour voir combien de pas vous faites, pour voir ajuster le nombre de calories à ingérer selon votre objectif. Et tout ça accompagné d'une communauté. Et maintenant, la communauté va être incluse dans l'application bientôt. Donc ça, c'est la nouvelle fonctionnalité qui devrait être mise en place cet été, normalement. Et donc pour l'instant, il y a des plateformes, c'est Facebook et Discord. On a des groupes d'entraide pour les différents gens, si gens ont des questions, différentes choses. Et en plus de ça, dans notre application, il y a des challenges. Donc ça, c'est plus dans l'idée de créer des habitudes. Donc en fait, on se lance sur un challenge, donc c'est très 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 facile au début. Et en fait, sur 30 jours, en fait, ça t'habitue à faire quelque chose tous les jours pour t'initier à l'action. Pour les gens, c'est surtout si jamais la personne a du mal à se mettre à faire son programme, fait plutôt un challenge où ça commence par exemple par 3 pompes contre le mur, jour 1, jour 2, 6 pompes contre le mur, etc. Et ça va jusqu'à selon le niveau que vous avez pris sur le challenge, à vous amener à faire des trucs. Et c'est pour que les gens apprennent à se mettre à l'action. Et après, ça facilite l'utilisation des programmes puisque ça aide les gens à passer à l'action. Et le dernier truc, c'est les tutos démos. Donc c'est un petit peu ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, sur nos plateformes à Bananamo et à moi, mais c'est plus organisé. C'est-à-dire que c'est des vidéos explicatives sur des sujets précis. Ça va de qu'est-ce que c'est l'insuline, à comment est-ce qu'on développe sa force, les différentes zones cardio, comment les calculer, pourquoi est-ce que vous mangez autant de protéines dans notre programme, c'est quoi une protéine, enfin voilà. Donc il y a des centaines de vidéos comme ça explicatives, spécialement pour les revealers. C'est pas les vidéos qu'on a prises des réseaux, c'est des nouvelles vidéos plus précises. Un peu moins justement hook, tape à l'œil, bing bang boom, c'est plus voilà, c'est pas plus scolaire parce qu'on essaie de garder ce côté fun quand même, mais vraiment des vidéos explicatives. Et tout ça c'est dans l'application. C'est un gros paquet de trucs et on va continuer à les améliorer. Je vous invite à aller faire ça. C'est donc il y a une promo encore qui va s'arrêter cet été. C'est à 156 € par an, donc ça fait 13 € par mois, un truc comme ça. Voilà. Et je vous invite à faire partie du Reveal Club pour nous rejoindre. Et le podcast auquel vous avez participé, il y a également les podcasts qui sont disponibles en live les jours où les podcasts se font. Donc les gens peuvent venir poser des questions s'ils le souhaitent. On est en train de mettre en place le fait de, comme les podcasts c'est assez récent, le fait de prévenir pour les podcasts, on va commencer à le faire un peu plus en amont, que plus de personnes commencent à le faire. Et ensuite les podcasts sont disponibles à tout le monde, mais vous pouvez poser des questions à nos interlocuteurs.
Voilà pour tout ce qu'on fait. Top. Ouais. Merci Morgane pour ce partage-là, et on va mettre soigneusement tous les liens pour qu'on puisse retrouver ta chaîne YouTube, ton Instagram, ton TikTok, et puis aussi ce que tu fais avec Mo. Et comme ça, il y aura tous les éléments à disposition. Un gros merci pour ça. C'est cool. Vraiment, en tout cas, toi qui nous écoutes, on t'invite à découvrir Morgane. Ça fait un moment qu'on le connaît. C'est vrai que ça fait un moment qu'on voulait t'inviter à un podcast, et à chaque fois on a repoussé un peu. Donc là, on a réussi à le faire, et je pense que vous le reverrez encore. Voilà, tout comme Mo, Banana Mo justement, qu'on va réinviter dans pas long. Ils font partie de notre petit réseau coup de cœur. Voilà, ça marche. Magnifique. J'irai enclencher. Merci beaucoup de m'avoir invité. Vous êtes très mignons. Il a des super pouvoirs en plus, tu sais. Grave. Génial. Un gros merci. Tu vois, quand même, ça fonctionne. Je vais arrêter là. Mais un gros merci pour ton temps aujourd'hui, Morgane. C'était chouette d'échanger avec toi. Merci vraiment pour l'invitation. Vraiment merci. De continuer d'en apprendre toujours un peu plus sur toi, et de découvrir ton univers et ce que tu fais et comment tu vois les choses. C'est toujours super intéressant. Ouais. Merci pour ça. C'est vraiment cool. Merci infiniment. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc toi qui nous écoutes, qui nous regarde, t'as toujours les mêmes règles à suivre qui sont très simples. Tu t'abonnes si c'est pas déjà fait, tu partages si c'est pas fait non plus, tu commentes parce que ça va pas te prendre plus de temps que autre chose. Et puis surtout, Samir, qu'est-ce qu'on dit quand on a Écoute, moi je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine très rapidement. Et merci encore Morgane. À bientôt. Merci.